Tu es fou, tu sais, se dit John Leandro en se garant exactement à la même place qu'Everett Hillman moins de 3 semaines auparavant, ce que, bien sûr, Leandro ignorait. Et c'était probablement tout aussi bien ainsi. Tu es fou, se dit-il à nouveau. Tu as saigné comme un porc, tu as 2 dents en moins, et tu projettes d'y retourner. Non, tu es fou. D'accord, se dit-il, en sortant de sa vieille voiture. J'ai 24 ans, je suis célibataire, mon ventre s'arrondit, et si je suis fou, c'est parce que je suis tombé sur cette histoire. Mais je l'ai trouvée, moi, j'ai trébuché dessus. C'est important, et c'est à moi, c'est mon histoire. Non, utilise l'autre mot. C'est un peu ringard, mais qui me le reprochera? Le mot juste, c'est mon scoop. Je ne le laisserai pas me tuer, mais je vais m'y cramponner jusqu'à ce qu'il me lance dans la profession. Leandro était arrivé sur le parking à 1h15, en cette journée qui devait rapidement devenir la plus longue de sa vie, et la dernière, bien qu'il se fût juré le contraire. Et il se dit Ça, c'est parler, mon vieux. Tu vas t'y cramponner jusqu'à ce qu'il te lance dans la profession. Il est probable que Robert Capa ou Ernie Pyle ont pensé la même chose de temps à autre. Raisonnable, sarcastique mais raisonnable. Les régions les plus profondes de son esprit, pourtant, ne semblaient plus accessibles au raisonnement. Mon histoire, ne cessait-il de se répéter, mon scoop. John Leandro, vêtu maintenant d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire Où diable se trouve donc Troie dans le Maine? David Bright aurait probablement ri à s'en faire péter les veines en lisant ça, et entra dans le magasin. 30 $? C'est une caution bien élevée pour un masque, vous ne trouvez pas? Fit remarquer Leandro à l'employé. Il comptait ses billets. Il croit bien avoir 30 $, mais il allait se retrouver à sec. Je n'aurais jamais pensé que c'était une aubaine pour le marché noir, ajouta-t-il. Eh bien, avant, on ne demandait jamais de caution, dit l'employé, et on n'en demande toujours pas si on connaît la personne ou l'entreprise, vous savez. Mais j'en ai perdu un il y a 1 ou 2 semaines. Un vieil homme est arrivé et m'a expliqué qu'il voulait un masque et un réservoir d'air comprimé. J'ai cru que c'était pour plonger, vous savez. Il était vieux, mais il paraissait assez costaud. Alors je lui ai parlé de Downest Scuba Dive à Bangor. Mais il m'a dit que non, qu'il voulait surtout que le matériel soit portable sur Terre. Alors je lui ai loué un appareil, mais il ne me l'a jamais rapporté. Un appareil tout neuf, 200 $ d'équipement. Leandro, presque malade d'excitation, regarda le vendeur. Il avait l'impression de suivre des flèches de plus en plus loin dans une caverne effrayante, mais fabuleuse et totalement inexplorée. Et ce masque, vous l'avez loué personnellement demanda Leandro. Oui, le masque et le réservoir. Je m'occupe de cette affaire avec mon père. Il livrait des bouteilles d'oxygène à Augusta, et qu'est-ce qu'il m'a passé comme savon? Je ne sais pas s'il va apprécier que je loue encore un équipement, mais avec la caution, je pense que ça ira. Et pouvez-vous me décrire l'homme à qui vous avez loué l'équipement? Monsieur, est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes un peu pâle. Non, 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 je vais très bien. Et pouvez-vous me décrire l'homme qui a loué l'équipement? Eh bien, il était vieux, bronzé, presque chauve, maigre comme un clou même. Mais je vous l'ai dit, il avait l'air costaud, dit le vendeur d'un air songeur. Il conduisait une Valiante. Et pourriez-vous vérifier quel jour il est venu? Pourquoi, vous êtes flic? Non, non, je suis reporter au Daily News de Bangor, dit Leandro en tendant sa carte de presse au vendeur, qui se montra immédiatement très excité. Et il a fait autre chose, à part faucher notre équipement? Demanda le vendeur. Pourriez-vous vérifier le nom et la date, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Le vendeur parcourut les pages de son registre. Il trouva la mention de la location et tourna le registre pour que Leandro puisse lire lui-même. À la date du 26 juillet, le nom du client, griffonné mais lisible, était Everett Hillman. Et vous n'avez pas signalé la perte de l'équipement à la police, dit Leandro. Ce n'était pas une question. Si, en plus de la propriétaire de Hillman, légitimement mécontente de voir 2 semaines de loyer lui passer sous le nez, quelqu'un était venu trouver les flics afin de porter plainte pour vol contre le vieux, la police se serait sans doute davantage intéressée à sa disparition. Comment et pourquoi et où? Non, répondit le vendeur. Mon père a dit que ce n'était pas la peine. Notre assurance ne couvre pas les vols des équipements loués. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça. Le vendeur haussa les épaules et sourit, mais il avait l'air un peu gêné, un peu hésitant, et Leandro le remarqua. Peut-être était-il, comme David Bright le craignait, une andouille irrécupérable, mais il n'était pas stupide. Si ces commerçants avaient déclaré le vol ou la disparition de l'équipement, la compagnie ne les aurait pas couverts. Mais le père de ce type connaissait un autre moyen de faire casquer la compagnie d'assurance. Pour le moment, ce n'était cependant qu'une considération très secondaire. Bien, merci de votre aide, dit Leandro en retournant le registre.
Maintenant, si nous pouvions terminer. Oh oui, naturellement, dit le vendeur, qui était visiblement heureux d'abandonner le sujet de l'assurance. Et vous ne direz rien de tout ça dans le journal avant d'en parler à mon père, n'est-ce pas? Oh, absolument rien, affirma Leandro avec une chaleureuse sincérité que même Barnum aurait admirée. Est-ce que l'on pourrait signer l'accord? Oui, c'est ça. Avez-vous une pièce d'identité? Je n'en ai pas demandé au vieux, et pour ça aussi, mon père m'a sonné les cloches, croyez-moi. Eh bien, je viens de vous montrer ma carte de presse, dit Leandro. Oui, je sais, mais vous avez peut-être une vraie pièce d'identité. Leandro soupira et posa son permis de conduire sur le comptoir. Eh, vas-y doucement, Johnny, dit David Bright. Leandro lui téléphonait d'une cabine près d'un parking de restaurant. Il décela un début d'excitation dans la voix de Bright. Il me croit? Putain de Dieu, je crois qu'il a fini par me croire. Alors qu'il quittait le magasin des fournitures médicales du Maine et reprenait la route de Haven, Leandro avait atteint un tel degré d'excitation et une telle tension qu'il avait cru exploser s'il ne parlait pas à quelqu'un. Il le fallait. Il considérait qu'il détenait là une responsabilité qui supplantait son désir de revendiquer ce scoop pour lui seul. Il le fallait parce qu'il y retournait et que quelque chose pourrait facilement lui arriver. Et dans ce cas, il voulait s'assurer que quelqu'un savait quelle piste il suivait. Et Bright, aussi insupportable qu'il fût, était du moins foncièrement honnête. Il ne le doublerait pas. Doucement, oui, il faut que j'y aille doucement. Il porta le combiné à son autre oreille. Le soleil lui tapait sur le cou, mais ce n'était pas désagréable. Il commença par raconter son premier voyage vers Haven, l'incroyable bousculade des stations de radio, les violentes nausées, le nez qui saignait, les dents tombées. Il raconta à Bright sa conversation avec le vieux vendeur du magasin de Troyes, le magasin vide, toute la région qui semblait partie pêcher à la ligne. Par contre, il ne dit rien de ses soudaines lumières en mathématiques, parce qu'il s'en souvenait à peine. Quelque chose était arrivé, mais c'était vague et diffus dans son esprit. En revanche, il expliqua à Bright qu'il avait l'impression que l'air de Haven avait été comme empoisonné, qu'un produit chimique avait dû se répandre, ou bien qu'un gaz naturel mais mortel devait s'échapper des profondeurs de la Terre. Un gaz qui améliorerait la réception des émissions de radio, Johnny? Demanda Bright. Oui, il savait que c'était improbable, il savait que tout ne concordait pas encore, mais il y était allé, et il était certain que c'était l'air qui l'avait rendu malade. Alors il avait décidé de se munir de réserves d'oxygène et d'y retourner. Il raconta comment, par hasard, il avait découvert qu'Everett Hillman, que Bright avait considéré comme un vieux toqué, était venu avant lui et avait demandé exactement le même type d'équipement. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Demanda finalement Leandro. Il y eut un silence, puis Bright prononça les mots les plus doux que John ait jamais entendus. Je crois que tu avais raison depuis le début, Johnny. Il se passe quelque chose de curieux là-bas, et je te conseille instamment de ne pas y retourner. Leandro ferma les yeux et posa la tête contre le montant de la cabine téléphonique. Il souriait d'un grand sourire émerveillé. Raison. J'ai raison depuis le début. Ah, comme c'était de belles paroles, de jolis mots, des mots de consolation et de béatitude. Raison depuis le début. Hé, Johnny, tu es toujours là? Oui, oui, je suis là, répondit Leandro, sans ouvrir les yeux, ni se départir de son sourire. Je savoure, mon vieux David, parce que je crois que j'ai attendu toute ma vie que quelqu'un me dise que j'avais raison depuis le début. Raison pour quelque chose, raison pour n'importe quoi. Et n'y va pas, appelle la police plutôt. Ah bon, c'est ce que tu ferais? Demanda Leandro. Non, sûrement pas. Eh bien, dit Leandro en riant, nous y voilà. Mais tout se passera bien, j'ai de l'oxygène. Oui, mais à en croire le type des fournitures médicales, Hillman en avait aussi, et ça ne l'a pas empêché de disparaître. Ouais, mais j'y vais. Quoi qu'il se passe à Haven, je serai le premier à le voir et à en prendre des photos. Oh, je n'aime pas ça, dit Bright. Mais quelle heure est-il? Demanda Leandro. Sa montre s'était arrêtée, ce qui l'étonna. Il était presque certain de l'avoir remontée le matin même en se levant. Presque 2 heures? Pourquoi? Bon, bah alors, je t'appellerai à 4 heures, et à 6 heures, etc., jusqu'à ce que je sois rentré sain et sauf chez moi. Si tu n'entends pas parler de moi pendant plus de 2 heures, appelle les flics. Eh Johnny, reprit Bright, tu parles comme un gosse qui jouerait avec des allumettes et donnerait à son père l'autorisation de l'éteindre s'il prenait feu. Mais tu n'es pas mon père, lança sèchement Leandro. Oh, écoute, Johnny, soupira Bright, si ça peut te faire plaisir, je m'excuse de t'avoir appelé Jimmy Olsen. Tu avais raison, est-ce que ça ne te suffit pas? Mais ne va pas à Haven.
2 heures, reprit Leandro. Je veux 2 heures, David. J'ai droit à 2 heures, bon Dieu. Et Leandro raccrocha. Il prit la direction de sa voiture, puis fit demi-tour et se dirigea d'un air de défi vers le comptoir du restaurant et commanda 2 cheeseburgers avec tous les suppléments possibles. C'était la première fois de sa vie qu'il mangeait dans un de ces lieux que sa mère appelait les restaurants du bord de route. Et quand elle prononçait ces mots, on avait l'impression qu'elle parlait des plus sombres bouches de films d'horreur, tels que ça venait d'un restaurant du bord de route ou la terre contre les monstres microbes. Quand ils arrivèrent, les cheeseburgers étaient brûlants et enveloppés dans des feuilles de papier sulfurisé un peu gras, portant, répétés sur leur surface, les merveilleux mots de burger du ranch de Derry. Il avait englouti le premier avant même d'atteindre sa Dodge. Merveilleux, marmonna-t-il, sans que sa bouche pleine puisse réellement articuler. Merveilleux. Allez, microbe, au travail, se dit-il, avec l'œil conquérant d'un ivrogne, tandis qu'il s'engageait sur la route numéro 9. Il ne savait naturellement pas que maintenant les choses changeaient rapidement à Haven, surtout depuis midi. Pour employer un terme cher aux spécialistes du nucléaire, Haven se trouvait actuellement en situation critique. Haven était en fait devenu un pays en soi, dont les frontières étaient bien gardées. Ignorant ce fait, Leandro continua sa route, dévorant son second cheeseburger avec le seul regret de ne pas avoir commandé de milkshake à la vanille pour compléter son repas. Quand il arriva à la hauteur du magasin de Troyes, son euphorie s'était dissipée et sa vieille nervosité latente se manifestait de nouveau. Le ciel était d'un bleu uniforme, parcouru de quelques traînées de nuages blancs, mais ses nerfs pressentaient l'arrivée d'un orage. Il regarda l'équipement de respiration posé sur le siège à côté de lui, et dont le masque doré était recouvert d'un rond de cellophane où l'on pouvait lire « Seau sanitaire, pour votre protection ». En d'autres termes, se dit Leandro, microbes, gardez vos distances. Aucune voiture sur la route, aucun tracteur dans les champs, pas un gamin pieds nus portant des cannes à pêche sur le bas-côté. Troyes semblait silencieux et sans doute édenté, se dit John, sous le soleil d'août. Il garda son autoradio, réglé sur une station, et quand il passa devant l'église baptiste, le volume de la station faiblit. Puis l'émission fut submergée par d'autres voix. Peu après, ses cheeseburgers commencèrent à arpenter nerveusement son estomac avant de se mettre à cabrioler. Il les imaginait éliminant leur graisse en retombant. Il était tout près du lieu où il s'était arrêté lors de sa première tentative. Il fit halte à nouveau, sans attendre que les symptômes alarmants ne s'aggravent. Ses cheeseburgers lui avaient semblé trop bons pour qu'il les perde. Le masque à oxygène en place, ses malaises disparurent instantanément, mais pas cette nervosité qui le rongeait. Il se regarda dans le rétroviseur, le masque doré sur le nez et la bouche, et il prit peur. Était-ce bien lui? Le regard de cet homme était trop sérieux, trop intense. On aurait dit les yeux d'un pilote de chasse. Leandro ne voulait pas que David Bright et ses pareils le considèrent comme une andouille, mais il n'était pas sûr de vouloir être à ce point sérieux. Trop tard, maintenant, tu y es? À la radio caquetaient 100 voix différentes, 1000 peut-être. Leandro l'éteignit. Là, devant lui, approchait le panneau annonçant l'entrée dans la commune de Haven. Leandro, qui ne savait rien du banilon invisible, s'approcha, passa la ligne et entra dans Haven sans le moindre ennui. Bien que la pénurie de piles fût à nouveau critique à Haven, on aurait pu créer des champs de force sur la plupart des routes menant au village. Mais dans la confusion et la peur qu'avaient créé les événements du matin, Dick Allison et Newt Beringer avaient pris une décision qui devait affecter directement John Leandro. Ils voulaient que Haven soit fermé, et ils ne voulaient pas que quelqu'un se heurte à une inexplicable barrière au milieu de ce qui semblait être de l'air pur, fasse demi-tour et aille raconter son aventure à qui il ne fallait pas. C'est-à-dire n'importe qui ailleurs dans le monde, pour l'instant. « Je ne pense pas que quiconque puisse approcher si près, » avait dit Newt. Dick et lui se trouvaient dans le camion de Dick, au milieu d'un convoi de voitures et de camions fonçant chez Bobby Anderson. « Oui, c'est ce que je pensais, » répondit Dick, « avant Hillman et la sœur de Bobby. Quelqu'un pourrait entrer, mais dans ce cas, il ne ressortirait jamais. »« Bon, d'accord, comme tu voudras. Mais est-ce que tu pourrais pas conduire ce tas de ferraille un peu plus vite ?» Le fond des pensées des deux hommes, de toutes les pensées qui les entouraient, mêlait déception et fureur. Pour le moment, l'incursion possible d'un étranger dans Haven était le cadet de leurs soucis. « Je savais qu'on aurait dû se débarrasser de ce foutu ivrogne, » hurla Dick tout haut, en abattant son poing sur le tableau de bord. Il ne portait pas de maquillage aujourd'hui. Sa peau, tout en devenant de plus en plus transparente, avait commencé à se durcir.
Le centre de son visage, comme le visage de Newt, ainsi que le visage de tous ceux qui avaient fréquenté le hangar de Bobby, s'était mis à enfler, à prendre indubitablement la forme d'un groin. John Leandro n'en savait naturellement rien. Tout ce qu'il savait, c'était que l'air qui l'entourait était empoisonné, plus empoisonné encore que même lui l'aurait cru. Il avait retiré le masque juste le temps d'une bouffée d'air, et le monde s'était immédiatement estompé dans l'obscurité. Il avait remis le masque précipitamment, son cœur battant à se rompre, les mains glacées. 200 mètres après l'entrée dans la commune, la Dodge de Leandro rendit l'âme. La plupart des voitures et des camions de Haven avaient été bricolés pour qu'ils ne soient pas gênés par l'augmentation du champ électromagnétique provenant, depuis 2 mois environ, du vaisseau enterré. Elte Barker se chargeait le plus souvent de ce travail dans son garage Shell. Mais la voiture de Leandro n'avait subi aucun traitement spécial. Il resta un moment assis derrière le volant, regardant bêtement ces idiotes de lumière rouge, mit le levier de vitesse au point mort et tourna la clé. Le moteur ne sursauta pas. Bon sang, la bobine ne cliqueta même pas. Peut-être que le câble de batterie s'est débranché. Non, ce n'était pas le câble de batterie, car dans ce cas, les voyants huile et ampères ne se seraient pas allumés. Ça n'avait pas d'importance. En fait, il savait que ce n'était pas le câble de la batterie, simplement parce qu'il le savait. À cet endroit, des arbres bordaient les 2 côtés de la route. Le soleil, qui filtrait à travers leurs feuilles mouvantes, projetait des taches claires et sombres sur l'asphalte et la terre blanche des bas-côtés. Leandro sentit soudain que des yeux le regardaient de derrière les arbres. C'était idiot, naturellement, mais l'impression n'en était pas moins puissante pour autant. Bon, d'accord, maintenant il faut que tu repartes, et que tu vois si tu peux marcher hors de la zone empoisonnée avant de ne plus avoir d'air. Tes chances s'amenuisent à chaque seconde où tu restes là à te faire peur. Il essaya de nouveau de tourner la clé de contact, toujours rien. Il prit son appareil photo, passa la sangle sur son épaule et sortit. Il regarda d'un air inquiet les bois qui s'étendaient à droite sur la route. Il crut entendre quelque chose derrière lui, comme un frottement. Il se retourna brusquement, les lèvres relevées en un rictus de peur. Rien, rien qu'il pût voir. Les bois sont beaux, sombres et profonds. Allez, en route, tu gages de l'air. Il rouvrit la porte, se pencha et sortit le pistolet de la boîte à gants. Il le chargea, puis tenta de le glisser dans sa poche de droite. Il était trop gros. S'il le laissait là, il avait peur qu'il ne tombe et que le coup ne parte tout seul. Il releva son t-shirt tout neuf et glissa le pistolet dans sa ceinture avant de rabattre le t-shirt dessus. Il regarda de nouveau les bois, puis la voiture, avec amertume. Il se disait qu'il pourrait prendre des photos, mais qu'y verrait-on? Rien qu'une route de campagne déserte. On en voyait partout, même au plus fort de la saison touristique. Les photos ne rendraient pas le manque de bruit dans les bois. Elles ne montreraient pas que l'air était empoisonné. Adieu le scoop. Oh, tu écriras des tas d'articles sur ce sujet, et j'ai l'impression que tu vas indiquer à plein d'équipes de télévision quel est ton bon profil. Mais ta photo sur la couverture de Newsweek, le prix Pulitzer, oublie-les. Au fond de lui-même, son côté le plus adulte répétait avec insistance que c'était idiot, que mieux valait la moitié d'une miche de pain que pas de pain du tout, que la plupart des reporters du monde tueraient pour une simple tranche de ce pain-là, quel qu'il soit en réalité. Mais John Leandro était plus jeune que ses 24 ans. Quand David Bright avait vu en lui une andouille, il ne s'était pas trompé. Il avait des excuses, naturellement, mais les excuses ne changent rien au fait. C'était comme s'il avait marqué un essai, contre toute attente, mais ne l'avait pas transformé. Seigneur, tant que vous y étiez à me favoriser, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas laissé triompher complètement? Le village de Haven était à peine à plus d'1 kilomètre. Il pouvait y être en un quart d'heure. Mais alors, il ne pourrait jamais sortir de la zone empoisonnée avant que ne s'épuisent ses réserves d'air, et il le savait. J'aurais dû louer 2 de ces foutus appareils, se dit-il. Même si tu y avais pensé, tu n'aurais pas eu assez d'argent liquide pour verser la double caution. La véritable question, Johnny, c'est de savoir si oui ou non tu es prêt à mourir pour ton scoop. Non. Si sa photo devait faire la couverture de Newsweek, il ne voulait pas qu'elle soit entourée d'un filet noir. Il se mit en route vers Troyes. Il avait fait une 60aine de pas quand il se rendit compte qu'il entendait des moteurs, plein de moteurs, très loin. Il se passe quelque chose à l'autre bout de la commune. Ça pourrait tout aussi bien se passer sur la face cachée de la lune. Allez, laisse tomber. Après un nouveau coup d'œil vers les bois, il se remit en marche, mal à l'aise. Une 12aine de pas plus tard, il se rendit compte qu'il entendait un autre bruit, un faible ronronnement qui s'approchait de lui par derrière. Il se retourna et sa bouche s'ouvrit de surprise.
À Haven, presque tout juillet avait été le mois municipal du gadget, et l'évolution progressant, les gens de Haven ne s'étonnaient plus de ces choses, mais les gadgets étaient toujours là, étranges éléphants blancs comme ceux que Gardner avait vus dans le hangar de Bobby. Beaucoup avaient été affectés à la surveillance des frontières. Hazel McCready trônait dans son bureau de l'hôtel de ville devant une batterie d'écouteurs, dirigeant brièvement les engins à tour de rôle. Elle était furieuse qu'on l'ait laissée là pour assurer cette tâche, alors que l'avenir de tous était en jeu à la ferme de Bobby. Mais quelqu'un avait finalement réussi à pénétrer dans la commune. Heureuse de cette diversion, Hazel entreprit de se débarrasser de l'intrus. C'était le distributeur de Coca-Cola qui se trouvait naguère devant le supermarché Coudeur. Leandro regarda la machine approcher et l'étonnement le paralysa. Le joli parallélépipède rectangle rouge et blanc de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large fendait rapidement l'air dans sa direction, flottant à une cinquantaine de centimètres du sol. « Je suis tombé sur une pub, se dit Leandro. Une sorte de pub étrange. Dans 1 ou 2 secondes, la porte de cette chose va s'ouvrir et O.J. Simpson va en sortir comme un diable de sa boîte. » L'idée était drôle. Leandro se mit à rire. Alors même qu'il riait, il se dit qu'elle était là, sa photo. Seigneur, oui, c'était la photo. Une machine de Coca-Cola flottant sur une route rurale. Il saisit son icône. Le distributeur de coke, marmonnant pour lui-même, fit le tour de la voiture en panne et continua son chemin. On aurait dit l'hallucination d'un fou, mais le devant de la machine proclamait que même si certains désirent se convaincre du contraire, Coca-Cola, c'est ça. Riant toujours, Leandro se rendit compte que la machine, loin de s'arrêter, accélérait. Et qu'est-ce que c'était qu'un distributeur de boissons, en fait? Un réfrigérateur orné d'autocollants publicitaires? Et un réfrigérateur, c'était lourd. La machine à coke, missile guidé rouge et blanc, fendait l'air en direction de Leandro. Le vent produisait un petit sifflement dans le clapet de retour des pièces. Leandro oublia la photo. Il sauta vers la gauche. Le distributeur de coke heurta son tibia et le brisa. Pendant un moment, sa jambe ne fut plus qu'un éclair de pure douleur blanche. Il hurla dans le masque doré en atterrissant sur son estomac, déchirant son t-shirt au bord de la route. Le Nikon vola à l'extrémité de sa sangle et heurta bruyamment le gravier du bas-côté. « Oh, espèce de fils de pute! Cet appareil vaut 400 $. Il se mit sur ses genoux et se retourna, le t-shirt déchiré, la poitrine en sang, la jambe hurlant. La machine recula. Elle resta un instant suspendue dans l'air, sa face avant se tournant de droite et de gauche, en petits arcs qui rappelèrent à Leandro le balayage d'un radar. Le soleil se reflétait dans sa porte vitrée. À l'intérieur, Leandro voyait des bouteilles de coke et de Fanta. Soudain, elle s'orienta droit sur lui et fonça. « Elle m'a trouvé, Seigneur !» Il se leva et tenta de sauter sur sa jambe gauche jusqu'à sa voiture. La machine se lança sur lui, le clapet de retour des pièces émettant un hurlement sinistre. Avec un cri, Leandro se jeta en avant et roula. La machine ne le rata que de quelques centimètres. Il atterrit sur la route. La douleur remonta de sa jambe brisée. Leandro cria de nouveau. La machine tourna, s'arrêta, le trouva et redémarra. Leandro chercha le pistolet glissé dans sa ceinture et le sortit. Il tira 4 fois, en équilibre sur ses genoux. Chaque balle atteignit son but. La 3e brisa la porte vitrée de la machine. La dernière chose que Leandro vit, avant que la machine ne le heurte de ses 300 kilos, fut la mousse et les gouttes jaillissant des bouteilles de soda brisées par ses balles. Des bouteilles brisées fonçaient sur lui à 60 à l'heure. « Maman !» hurla l'esprit de Leandro, et il serra ses bras autour de sa tête. En fait, il n'avait pas à s'inquiéter des bouteilles brisées, ni des microbes qui avaient pu proliférer dans les cheeseburgers du ranch. Une des vérités primordiales de l'existence est que lorsqu'on est sur le point d'être heurté par un distributeur de Coca-Cola pesant 300 kilos et lancé à 60 à l'heure, on n'a plus à s'inquiéter de rien d'autre. Il y eut un bruit tonitruant d'écrasement. L'avant du crâne de Leandro éclata comme un vase Ming projeté du 5e étage. Une fraction de seconde plus tard, sa colonne vertébrale se brisa. Pendant un moment, la machine le traîna à sa suite, collé à elle comme un gros insecte maculant le pare-brise d'une voiture rapide. Ses jambes désarticulées traînaient sur la route, la ligne blanche se déroulant entre elles. Les talons de ses chaussures de tennis frottèrent le macadam jusqu'à n'être que des masses de caoutchouc fumant. Il en perdit une. Puis il glissa au sol et s'abattit sur la route. Le distributeur de coke reprit la route du village de Haven. Le réceptacle des pièces avait été faussé quand la machine avait heurté Leandro,
et tandis que la machine ronronnante filait dans les airs, des pièces de tout diamètre s'envolaient en un flot continu du clapet de retour de monnaie et allaient rouler sur l'asphalte. Gardner savait que Bobby ne tarderait pas à exécuter son projet. La veille, elle avait accompli ce que la nouvelle Bobby améliorée considérait comme sa dernière obligation envers le bon vieux Jim Gardner, arrivé quelques semaines plus tôt pour sauver son ami et resté pour badigeonner une bien étrange clôture. Il se dit en fait que ce serait la corde, que Bobby monterait la première et, une fois en haut, ne la renverrait pas et couperait la commande du treuil. Il resterait là, en bas, à côté de la trappe, et il mourrait tout près de cet étrange symbole. Bobby n'aurait pas à se salir les mains par un véritable meurtre. Elle n'aurait pas non plus à craindre que le bon vieux garde ne meure lentement et misérablement de faim. Le bon vieux garde mourrait d'hémorragies multiples et très rapidement. Mais Bobby insista pour que Garde monte le premier, et l'étincelle sardonique qu'il vit dans ses yeux lui montra qu'elle avait très bien compris ce qu'il pensait, sans pour cela d'ailleurs avoir à lire ses pensées. La corde s'éleva dans les airs, et Gardner s'y accrocha, luttant contre son envie de vomir, une envie, se dit-il, qu'il lui serait bientôt impossible de réprimer. Mais Bobby lui avait envoyé une pensée qui lui était parvenue tout à fait clairement dès qu'il s'était extrait de la trappe. Ne retire pas le masque avant d'arriver en haut. Les pensées de Bobby étaient-elles plus claires qu'avant, ou bien l'avait-il imaginé? Non, il n'avait rien imaginé. Tous deux avaient reçu une bonne dose supplémentaire à l'intérieur du vaisseau. Le nez de Garde saignait toujours, et sa chemise se maculait de sang. C'était loin le pire segment de nez qu'il eût connu depuis que Bobby l'avait amené ici. Et pourquoi ça avait-il répondu en silence, faisant tout son possible pour ne transmettre que cette pensée superficielle et pas les plus profondes. Presque toutes les machines que nous avons entendues étaient des systèmes de renouvellement d'air. Respirer maintenant l'air de la tranchée te tuerait tout aussi rapidement que respirer celui qui était dans le vaisseau quand nous l'avons ouvert. Il faudra plus d'une journée pour que tout redevienne normal. Cela n'avait pas grand rapport avec les pensées qu'on attend généralement d'une femme qui désire votre mort, mais la lueur sardonique persistait dans les yeux de Bobby. Accroché au câble, comme à sa vie, mordant l'embout de caoutchouc, Gardner luttait pour contrôler son estomac. La corde arriva au sommet. Il s'écarta du vide sur des jambes qui ne valaient guère mieux que des élastiques sur un rouleau de papier, remarquant à peine l'aspirateur maintenant au repos près de l'abri. Compte jusqu'à 10, se dit-il. Compte jusqu'à 10, éloigne-toi autant que tu le pourras de la tranchée, et ensuite retire le masque, et advienne que pourra. Je crois de toute façon que je préfère mourir que de rester dans cet état. Il arriva à 5 et ne put se retenir davantage. De folles images dansèrent devant ses yeux. Le verre vidé dans le décolleté de Patricia McCardle, Bobby titubant sur son porche pour l'accueillir quand il était enfin arrivé, le grand bonhomme avec un masque doré sur le visage qui s'était retourné pour le regarder depuis la fenêtre du passager d'une 4x4 alors que Gardner était vautré sur le porche, fin sous. Si j'avais creusé ailleurs dans la gravière, qui sait si j'aurais trouvé aussi celle-là, songea-t-il, et c'est alors que son estomac se révolta enfin. Il arracha l'embout de caoutchouc de sa bouche et vomit, cherchant à tâtons un pain en bordure de la clairière pour s'y cramponner. Il vomit à nouveau et se dit qu'il n'avait jamais vomi ainsi de toute sa vie. Par ses lectures, il savait pourtant que cela pouvait arriver. Il éjectait de la matière, essentiellement sanguignolante, en boulettes qui partaient comme des balles. Et c'était presque des balles. C'était une crise de vomissement en jet. Dans les cercles médicaux, ce n'était pas considéré comme un signe de bonne santé. Des voiles gris passaient devant ses yeux, ses genoux ployèrent. Bordel de Dieu, je suis en train de mourir, se dit-il, sans que cette idée semble vraiment l'émouvoir. C'était une mauvaise nouvelle, rien de plus, rien de moins. Il sentit sa main glisser le long du tronc rugueux du pin. Il sentit la sève poisseuse. Il prit vaguement conscience d'une odeur d'air pourri, jaune et sulfureux, l'odeur d'un moulin à papier au bout d'une semaine de temps couvert et sans vent. Mais il s'en moquait. Champs-Élysées ou Grand Rien Noir, ça ne puerait pas comme ici. Alors peut-être qu'il y gagnerait. Il valait mieux laisser tomber, juste laisser... Non, non, tu ne laisseras pas tomber. Tu es revenu pour sauver Bobby, et il était sans doute déjà impossible de la sauver, mais ce gosse n'est pas loin, et qui dit que lui, tu ne peux pas le sauver? Non, je t'en prie, garde, essaye au moins. Que tout ça n'ait pas été en vain, dit-il d'une voix incertaine et râpeuse. Jésus-Christ, faites que tout ça n'ait pas été vain. La brume grise s'éclaircit un peu, les vomissements diminuèrent. Gardner leva une main vers son visage et effaça une traînée de sang.
Une main toucha sa nuque, et la peau de Gardener se hérissa de protubérances familières de la chair de poule. Une main, la main de Bobby, mais pas une main humaine, plus maintenant. Garde, est-ce que ça va? Ça va, répondit-il à haute voix, en réussissant à se hisser sur ses pieds. Le monde chancela, puis redevint stable. Et c'est Bobby qui y parut en premier. Elle portait sur son visage une expression calculatrice, froide et sans joie. Il n'y vit aucune trace d'amour, pas même un semblant d'inquiétude. Bobby était au-delà de ces choses. Partons, dit Gardener d'une voix rauque. Et conduis, je me sens, commença-t-il avant de trébucher et d'attraper l'étrange épaule étriquée de Bobby pour éviter de tomber. Un peu sonné. De retour à la ferme, Gardener se sentait déjà mieux. Son segment de nez avait considérablement diminué. Il avait avalé une bonne quantité de sang pendant qu'il portait l'appareil respiratoire, et l'essentiel du sang qu'il avait vu dans ses vomissures devait provenir de là, du moins l'espérait-il. Il avait perdu 9 dents au total. Je voudrais me changer, dit-il à Bobby. Tu viendras dans la cuisine après, dit Bobby, sans lui prêter une grande attention. Il faut que nous parlions. Oui, je le crois aussi, dit Garde. Dans la chambre d'amis, Gardener retira son t-shirt et en enfila un propre. Il le laissa par-dessus son pantalon. Au pied du lit, il souleva le matelas et sortit le 45. Il le glissa dans sa ceinture. Le t-shirt était trop grand. Gardener avait perdu beaucoup de poids. S'il rentrait le ventre, on devinait à peine la bosse que formait la poignée de son revolver. Il resta un instant immobile, à se demander s'il était prêt à faire ça. Il se dit qu'il n'y avait aucun moyen de savoir une chose pareille à l'avance. Ses tempes commençaient doucement à le faire souffrir, et le monde semblait devenir flou par cycles lents et nébuleux. Il avait mal à la bouche, et il sentait son nez rempli de sang séché. Et voilà, une épreuve de force, comme Bobby n'en avait jamais décrit dans ses romans. Le soleil, lui, sur le centre du Maine, joue ton rôle, mon pote. L'ombre d'un sourire passa sur ses lèvres. Tous ces philosophes à bon marché disaient que la vie était une étrange affaire, mais en fait, elle était monstrueuse. Il se rendit dans la cuisine. Assis à la table, Bobby le regarda. Un curieux liquide vert circulait sous la surface de son visage transparent. Ses yeux, plus grands, avec des pupilles bizarrement difformes, regardaient sombrement Gardener. Un radiocassette était posé sur la table. À la demande de Bobby, Dick Allison l'avait apporté 3 jours plus tôt. C'était celui que Hank Buck avait utilisé pour envoyer Pittsburghfield dans le grand rappel-delpel du ciel. Il avait fallu moins de 20 minutes à Bobby pour le connecter au pistolet d'enfant à photons qu'elle pointait sur Gardener. Sur la table, il y avait aussi 2 bières et un flacon de comprimé. Gardener reconnut le flacon. Bobby avait dû aller le chercher dans la salle de bain pendant qu'il se changeait. C'était son Valium. Assieds-toi, garde, dit Bobby. Gardener avait dressé son bouclier mental dès qu'il était sorti du vaisseau, mais il ne savait pas ce qu'il en restait. Il traversa lentement la pièce et s'assit à la table. Il sentit le 45 lui entrer dans l'estomac et dans l'aine, et dans son esprit aussi lourdement appuyé contre ce qui restait du bouclier. Est-ce que c'est pour moi demanda Garde en montrant les comprimés. J'ai pensé que nous pourrions boire une bière ou deux ensemble, dit Bobby d'un ton égal, comme 2 amis. Et pendant notre conversation, tu pourrais avaler quelques-uns de ces comprimés d'un coup. J'ai pensé que ce serait plus gentil comme ça. Gentil, minauda Gardener. Il ressentait les premiers assauts timides de la colère. Je ne me laisserai plus avoir, disait la chanson, mais l'habitude doit être terriblement difficile à casser. Pour sa part, il s'était fait avoir dans les grandes largeurs. Mais finalement, se dit-il, tu es peut-être l'exception qui confirme la règle, mon vieux garde. Les comprimés pour moi, et cet horrible aquarium dans le hangar pour Peter, dit Garde. Bobby, ta définition de la gentillesse a subi une modification radicale depuis l'époque où tu pleurais quand Peter rapportait un oiseau mort à la maison. Tu te souviens de cette époque? Nous vivions ici ensemble, nous rembarrions ta sœur ensemble, et nous n'avons jamais eu à la suspendre dans une cabine de douche pour y arriver. Nous nous contentions de l'envoyer balader d'un coup de pied au cul, dit-il en la regardant d'un air sombre. Tu te souviens, Bobby? C'était quand nous étions amants autant qu'amis. Je me disais que tu avais peut-être oublié. J'aurais donné ma vie pour toi, Minette, et sans toi, je serais mort. Est-ce que tu te rappelles? Te souviens-tu de nous? Bobby regarda ses mains. Avait-il vu des larmes dans ses yeux étranges? Il n'avait probablement vu que ce qu'il aurait désiré voir. Quand es-tu allé dans le hangar? Demanda-t-elle. Hier soir. Et qu'as-tu touché? Oh, avant, c'est toi que je touchais, dit-il. Et toi, tu me touchais. Et aucun de nous n'y trouvait rien à redire. Tu t'en souviens?
Qu'as-tu touché hurla-t-elle, au point de ne plus ressembler qu'à un monstre furieux. Rien, dit Gardener, je n'ai touché à rien. Sur son visage, le mépris devait être plus convaincant encore que ses dénégations, car Bobby se détendit. Elle but une gorgée de bière. Oh, ça n'a pas d'importance, dit-elle. Tu n'aurais de toute façon pas pu abîmer quoi que ce soit. Mais comment as-tu pu faire ça à Peter reprit Garde. Je n'arrête pas de me le demander. Je ne connaissais pas le vieil homme, et Anne s'est jetée dans la gueule du loup. Mais je connaissais Peter. Lui aussi serait mort pour toi. Comment as-tu pu faire ça, Seigneur? Il m'a gardé en vie quand tu n'étais pas là, dit Bobby, d'une voix un tout petit peu gênée et sur la défensive. Quand je travaillais 24 heures sur 24, ce n'est que grâce à lui que tu as trouvé quelque chose à sauver quand tu es arrivé. Salope de vampire, dit-il. Elle le regarda, puis détourna les yeux. Seigneur, tu as fait ça, et je t'ai aidé. Est-ce que tu sais à quel point ça fait mal? Je t'ai aidé. J'ai vu ce qui t'arrivait, et à un moindre degré, j'ai vu ce qui arrivait aux autres, mais je t'ai quand même aidé, parce que j'étais fou. Mais bien sûr, tu le savais, n'est-ce pas? Tu m'as utilisé, comme tu as utilisé Peter, mais je n'étais même pas aussi futé qu'un vieux beagle, j'imagine, parce que tu n'as pas eu à me mettre dans le hangar et à me planter un de tes bons sangs de câbles pourris dans la tête. Tu as juste veillé à ce que je reste ivre. Tu m'as tendu une pelle et tu m'as dit « Allez, garde, déterrons ce machin pour arrêter la police de Dallas. » Sauf que tu es la police de Dallas, et j'ai marché. « Bois ta bière, dit Bobby, dont le visage était à nouveau glacé. Et si je ne la bois pas? Alors, répondit-elle, je mettrai cette radio en marche, elle ouvrira un trou dans la réalité et t'expédiera quelque part. Sur Altaïr 4 demanda Gardener d'une voix calme. Il resserra son emprise mentale, bouclier, 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 sur cette barrière dans son esprit. Un léger froncement rida à nouveau le front de Bobby, et Gardener sentit encore une fois ses doigts mentaux qui tâtonnaient, creusaient, essayaient de découvrir ce qu'il savait, combien il en savait, et comment il avait su. Allez, distrais-la, mets-la en colère, et distrais-la. Mais comment? Tu as beaucoup fouiné, n'est-ce pas? Demanda Bobby. Pas avant que je comprenne que tu me mentais, répondit Garde. Et soudain, il se tut. Il avait tout appris dans le hangar, sans même s'en rendre compte. La plupart de ces mensonges, c'est toi qui te les ai racontés, Garde, dit Bobby. Ah oui, et le gosse qui est mort, et la fille qui est aveugle, demanda Garde. Mais comment sais-tu? Demanda Bobby. Le hangar, répondit-il. C'est là que tu vas pour devenir futé, non? Elle ne répondit pas. Vous les avez envoyés chercher des batteries. Vous en avez tué un, et vous avez rendu l'autre aveugle pour avoir des batteries. Seigneur, Bobby, à quel degré de stupidité allez-vous vous arrêter? Oh, nous sommes plus intelligents que tu ne pourras jamais espérer, dit Bobby. Mais qui parle d'intelligence? S'écria-t-il furieux. Il ne s'agit pas d'être futé, mais d'avoir simplement du sens commun, bon Dieu. Les lignes à haute tension passent juste derrière ta maison. Pourquoi ne pas vous être branché dessus? Ouais, c'est ça, dit Bobby, en souriant de sa curieuse bouche. C'est une idée très intelligente. Non, excuse-moi, futée. Et la première fois qu'un technicien d'Augusta aurait remarqué qu'on pompait du courant sur ses compteurs. Oh, presque tout marche sur batterie ou sur pile, l'interrompit Garde. Ça n'aurait été qu'une bagatelle. N'importe quel type utilisant l'électricité domestique pour faire marcher une scie à ruban aurait tiré plus que ça. Un instant, elle eut l'air égarée. Elle semblait écouter, non pas quelqu'un d'autre, mais sa propre voix intérieure. Mais les batteries fournissent du courant continu, Garde, et les lignes à haute tension ne nous auraient pas. Et vous n'avez jamais vu de redresseur, nom de Dieu, s'écria-t-il en se frappant les tempes de ses deux poings. Tu peux en acheter à Radio Shack pour 3 dollars. Est-ce que tu essayes de me faire croire que vous n'auriez pas pu fabriquer de simples redresseurs alors que vous faites voler les tracteurs et taper les machines à écrire par télépathie? Est-ce que tu... Personne n'y a pensé, hurla-t-elle soudain. Il y eut un moment de silence. Elle semblait sonner, presque stupéfaite du son de sa propre voix. Personne n'y a pensé, dit Gardener. Très bien. Alors, vous avez envoyé ces gosses, tout prêts à réussir ou à mourir pour le bon vieux Haven, et maintenant le garçon est mort et la fille est aveugle. C'est de la merde, Bobby. Je me moque de savoir qui ou ce qui s'est emparé de vous, mais une partie de vous doit bien exister encore quelque part. Une partie de vous capable de comprendre que vous n'avez rien fait de créatif du tout, bien au contraire. Vous avez avalé des comprimés de bêtises, et vous vous êtes congratulé pour les merveilles réalisées. C'est moi le fou. Je n'ai pas cessé de me dire que tout irait bien quand j'en saurais plus, mais c'est toujours la même merde. Vous pouvez désintégrer les gens, vous pouvez les téléporter dans un endroit sûr, ou les enterrer, ou je ne sais quoi. Mais vous êtes aussi bête qu'un bébé tenant un pistolet chargé.
Je crois que tu ferais mieux de te taire maintenant, garde. Vous n'y avez pas pensé, dit-il doucement. Seigneur, Bobby, comment peux-tu encore te regarder dans ton miroir, toi et tous les autres? J'ai dit que je crois. Un savant idiot, la coupa-t-il. Tu as parlé un jour d'un savant idiot, mais c'est pire. C'est comme un groupe de gosses qui se préparent à faire sauter le monde avec des chariots en bois. Vous n'êtes même pas mauvais. Idiot, mais pas mauvais. Garde. Oui, vous n'êtes qu'une troupe de cloches avec des tournevis, dit-il en riant. Ta gueule, hurla Bobby. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment cru que Sorette était morte? Est-ce que je l'ai cru demanda Gardiner. Bobby tremblait. Il montra du menton le pistolet à photon en plastique. Alors, si je ne bois pas ma bière et que je ne prends pas les comprimés, tu vas m'expédier sur Altair 4, c'est ça? Je pourrais garder David Brown jusqu'à ce que nous mourions tous les deux d'asphyxie ou de faim ou d'empoisonnement à cause du rayonnement cosmique. Elle était d'une froideur cruelle maintenant, et cela faisait mal à Garde, plus mal qu'il ne l'aurait jamais cru. Mais du moins n'essayait-elle plus de lire dans ses pensées. Elle était tellement en colère qu'elle avait oublié. Tout comme elle avait oublié combien il était simple de brancher un magnétophone à pile sur une prise murale grâce à un adaptateur placé entre l'instrument et la source de courant. En fait, il n'y a pas d'Altair 4, dit Bobby, comme il n'y a pas de Tommy Knockers. Certaines choses n'ont pas de nom, elles se contentent d'être. Ici, quelqu'un leur a donné un nom, et ailleurs, on leur en donnera un autre. Le nom n'est jamais très bon, mais ça n'a pas d'importance. Tu es revenu du New Hampshire en parlant de Tommy Knockers, en pensant à des Tommy Knockers. Alors ici, c'est ce que nous sommes. On nous a donné d'autres noms ailleurs, tout comme à Altair 4. Mais ce n'est qu'une sorte d'entrepôt. Généralement, pas pour des êtres vivants. Les greniers peuvent être des lieux froids et sombres. Est-ce que c'est de là que vous venez, votre peuple demanda Garde. Bobby, ou cet être qui lui ressemblait un peu, rit presque gentiment. Nous ne sommes pas un peuple, Garde. Pas une race, pas une espèce. Claatu ne va pas apparaître et dire conduisez-moi à votre chef. Non, nous ne sommes pas Altair 4. Elle le regarda en continuant à sourire légèrement. Elle semblait avoir retrouvé l'essentiel de sa sérénité et avoir oublié les comprimés, pour le moment. Puisque tu sais, pour Altair 4, je me demande si tu n'as pas trouvé étrange l'existence du vaisseau, dit-elle. Gardiner la regarda bêtement. J'imagine que tu n'as pas eu le temps de te demander, continua Bobby en agitant un peu le pistolet de plastique, pourquoi une race qui a accès à la technologie du télétransport devrait se donner la peine de circuler dans un vaisseau en dur. Gardiner leva les sourcils. Non, il n'y avait pas pensé, mais maintenant que Bobby évoquait ce sujet, il se rappelait un camarade de fac qui se demandait pourquoi le capitaine Kirk, Monsieur Spock et les autres s'embêtaient avec le vaisseau Enterprise, alors qu'il aurait été tellement plus simple de parcourir l'univers sur un rayon. Encore des comprimés de bêtises, dit-il. Non, pas du tout, c'est comme la radio, répondit Bobby. Il y a des longueurs d'onde, mais au-delà, nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe. Ce qui est d'ailleurs vrai en ce qui nous concerne dans la plupart des domaines. Nous sommes des bâtisseurs, pas des compreneurs. Quoi qu'il en soit, nous avons isolé environ 90 000 longueurs d'onde claires, des ensembles prolinéaires qui permettent deux choses. Premièrement, d'éviter le paradoxe des binômes, qui empêche la réintégration des tissus vivants et de la matière inerte, et deuxièmement, d'aller effectivement quelque part. Mais dans presque tous les cas, ce n'est nulle part où quiconque aurait envie de se rendre. Ouais, autant gagner un séjour tout frais payé à Utica, hein demanda Garde. Oh, c'est bien pire, répondit Bobby. Il y a un endroit qui ressemble beaucoup à la surface de Jupiter. Si tu ouvres une porte vers ce lieu, la différence de pression est tellement grande que ça déclenche une tornade dans l'embrasure de la porte, en même temps qu'une charge électrique extrêmement forte agrandit la porte de plus en plus. C'est comme si on débridait une plaie. La gravité est tellement plus forte que ça se met à aspirer la substance de la planète qui a tenté cette incursion, comme un tire-bouchon extrait un bouchon d'une bouteille. Si on reste trop longtemps dans cette situation, ça peut entraîner une modification de la trajectoire orbitale de la planète, si sa masse est similaire à celle de la Terre. Selon la composition de la planète, ça risque de la mettre en pièces. Est-ce que ça a failli arriver ici demanda Garde en bougeant à peine ses lèvres engourdies. Une telle perspective reléguait Tchernobyl au niveau d'un paix dans une cabine téléphonique. Et tu as marché, Garde, lui cria son cerveau. Tu les as aidés à le déterrer. Non, répondit Bobby, mais il a fallu dissuader certains de trop jouer avec les lignes transmission-transmutation, dit-elle en souriant. Mais c'est arrivé dans un autre lieu que nous avons visité. Et qu'est-il arrivé demanda Garde. Ils ont refermé la porte avant l'apocalypse,
Mais beaucoup de gens ont rôti quand l'orbite a changé, expliqua-t-elle, comme si le sujet commençait à l'ennuyer. Tous murmura Gardener. Non, il en reste encore 9 ou 10 000 vivants sur l'un des pôles, je crois. Seigneur, Seigneur, Bobby. D'autres canaux ouvrent sur le roc, reprit-elle. Seulement du roc. L'intérieur de quelque part. La plupart s'ouvrent sur les profondeurs de l'espace. Nous n'avons jamais pu localiser un seul de ces lieux en utilisant notre carte astrale. Tu te rends compte, garde, tous ces lieux nous sont étrangers, même à nous, et nous sommes de grands voyageurs du ciel. Elle se pencha en avant et but un peu de bière. Le pistolet en plastique, qui n'était plus un jouet, restait pointé sur la poitrine de Gardener. Alors c'est ça, le télétransport, la belle affaire, dit Garde. Quelques rochers, beaucoup de trous, un grenier cosmique. Peut-être qu'un jour, quelqu'un ouvrira une longueur d'onde jusqu'au cœur du soleil et asséchera toute la planète. Bobby se mit à rire, comme si c'eût été une trouvaille particulièrement réjouissante, mais le pistolet resta pointé sur la poitrine de Garde. Retrouvant son sérieux, Bobby déclara. Ce n'est pas tout, Garde. Quand tu allumes un poste de radio, tu le règles sur une station. Mais les bandes, les mégahertz, les kilohertz, les ondes courtes, ce que tu voudras, ce ne sont pas que des stations, c'est aussi tout l'espace vide entre les stations. En fait, ils constituent l'essentiel de la plupart des bandes. Est-ce que tu me suis? Oui, répondit-il. Eh bien, c'est ma façon détournée de te convaincre de prendre les comprimés. Je ne t'enverrai pas sur ce que tu appelles l'Altaïr 4, garde. Là, tu mourrais lentement et de façon très déplaisante. Oui, comme David Brown est en train de mourir. Oh, je n'ai rien eu à voir avec ça, dit-elle précipitamment. C'était entièrement le fait de son frère. Ah, c'est comme au procès de Nuremberg, hein. Rien n'est vraiment la faute de quiconque. Oh, espèce d'idiot, dit-elle. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que parfois c'est la vérité? Est-ce que tu manques de tripes au point de refuser d'accepter l'idée de faits dus au hasard? Oh, je peux l'accepter, dit-il, mais je crois aussi que tout individu peut corriger un comportement irrationnel. Ah, vraiment, dit-elle. En tout cas, toi, tu n'y es jamais parvenu. T'as tiré sur ta femme, dit dans sa tête le flic qui se curait le nez. Tu t'es mis dans de beaux draps. Peut-être que parfois des gens commencent la danse de l'expiation un peu trop tard, se dit-il en regardant ses mains. Les yeux de Bobby analysaient cruellement son visage. Elle avait saisi une partie de ses pensées. Il tenta de renforcer son bouclier par une chaîne emmêlée de pensées sans aucun rapport entre elles. Un bruit blanc. À quoi penses-tu, garde demanda-t-elle. Oh, à rien que tu doives savoir, répondit-il avec un petit sourire. Considère que c'est comme, disons, un cadenas sur une porte de hangar. Les lèvres de Bobby se retroussèrent un instant, comme pour montrer les dents, puis elles se détendirent pour produire à nouveau un sourire étrangement gentil. Bon, ça n'a pas d'importance, dit-elle. De toute façon, il se peut que je ne comprenne pas. Comme je l'ai dit, nous n'avons jamais été très forts de la comprenette. Nous ne sommes pas des super Einstein. Nous serions plutôt des Thomas Edison de l'espace, je crois. Mais passons. Je ne veux pas t'envoyer quelque part où tu mourrais lentement et misérablement. Je t'aime encore à ma façon, et s'il faut que je t'envoie quelque part, je t'enverrai nulle part, dit-elle en haussant les épaules. C'est probablement comme de prendre de l'éther, mais ça pourrait être douloureux, une véritable agonie même. Quoi qu'il en soit, le diable qu'on connaît est toujours préférable au diable qu'on ne connaît pas. Bobby, s'écria Garde en fondant soudain en larmes, tu aurais vraiment pu m'éviter beaucoup de peine en me rappelant ça plus tôt. Allez, prends les comprimés, Garde, va vers le diable que tu connais. Tel que tu es maintenant, 200 milligrammes de Valium te feront partir très vite. Ne m'oblige pas à t'expédier comme une lettre adressée à nulle part. Parle-moi encore des Tommy Knockers, dit Gardener en se passant les mains sur le visage. Les comprimés, garde, insista Bobby en souriant. Si tu commences à en avaler, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Sinon. Elle leva le pistolet à photon. Gardener dévissa le bouchon du flacon de Valium, secoua une demi-douzaine de comprimés bleus ornés d'un cœur. La Saint-Valentin de la vallée de la torpeur, se dit-il, et les projeta dans sa bouche. Il décapsula la bière et les avala. 60 milligrammes descendirent dans le bon vieux tuyau. Il aurait pu en cacher un sous la langue, peut-être, mais 6. Allez, les gars, soyez réalistes. Ça ne prendra pas longtemps. J'ai vidé mon estomac en vomissant, et j'ai perdu beaucoup de sang. Je ne prends plus de ces merdes depuis longtemps, ce qui fait que je n'ai aucune accoutumance. Je pèse près de 15 kilos de moins que quand on m'avait fait la première ordonnance. Si je ne me débarrasse pas de ces conneries, et vite, elles vont m'avoir comme un semi-remorque dont les freins ont lâché. Parle-moi des Tommy Knockers, demanda-t-il à nouveau.
Une de ses mains glissa sous la table et tâta la poignée. Bouclier, 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 du revolver. Combien de temps avait-il avant que les comprimés ne fassent effet 20 minutes? Il ne s'en souvenait plus, et personne ne lui avait jamais parlé de prendre congé en avalant du Valium. Bobby montra le flacon du bout de son pistolet. Prends-en plus, garde. Comme il se pourrait que Jacqueline Suzanne l'ait dit un jour, 6 risque de ne pas suffire. Il en fit tomber 4 de plus, mais les laissa sur la nappe. Tu en chiais dans ton froc de trouille, là-bas, hein demanda Gardiner. Je t'ai regardé, Bobby. Tu avais l'air de penser qu'ils allaient tous se lever et se mettre à marcher. Le retour des morts vivants. Les nouveaux yeux améliorés de Bobby lancèrent des éclairs, mais sa voix resta douce. Mais nous marchons, nous parlons, garde, et nous sommes de retour. Garde prit les 4 comprimés et les fit sauter dans sa paume. Je voudrais que tu me dises une seule chose, et ensuite je les avalerai. Oui, cela suffirait, en quelque sorte, à répondre à toutes les autres questions, toutes celles qu'il n'aurait jamais l'occasion de poser. C'était peut-être à cause de cette question qu'il n'avait pas encore essayé son revolver sur Bobby, parce qu'il avait besoin de le savoir, juste une chose. Je voudrais savoir ce que vous êtes, dit-il. Dites-moi ce que vous êtes. Je vais te répondre, ou du moins essayer, dit Bobby. Si tu prends ces comprimés que tu fais rebondir dans ta main, sinon, au revoir, garde. Tu as quelque chose dans ta tête, je n'arrive pas à savoir quoi. C'est comme si je percevais une forme dans le brouillard, mais ça me rend extrêmement nerveuse. Gardiner mit les comprimés dans sa bouche et les avala. Encore, dit-elle. Gardiner en fit tomber 4 de plus et les prit. Il en était à 140 milligrammes. Il décollait pour la lune. Bobby sembla se détendre. J'ai dit que nous ressemblions plutôt à Thomas Edison qu'à Albert Einstein, et cette comparaison n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Je crois que certaines choses, ici, à Haven, auraient complètement ahuri ce cher Albert. Mais Einstein savait ce que signifiait E égale mc2. Il comprenait la relativité. Lui, il connaissait les choses. Nous faisons les choses. Nous réparons les choses. Nous ne théorisons pas. Nous construisons. Nous sommes des tâcherons. Oui, vous améliorez les choses, dit Gardiner. Il avala. Quand le Valium faisait effet, sa gorge devenait sèche, il s'en souvenait. Quand cela se produirait, il faudrait qu'il agisse. Il se disait qu'il avait peut-être déjà pris une dose mortelle, et il restait bien une douzaine de comprimés dans le flacon. Le visage de Bobby s'était un peu éclairé. Oui, nous améliorons, c'est ça. C'est ce que nous faisons. Comme nous avons amélioré Haven. Tu as compris l'étendue potentielle de nos pouvoirs dès que tu es revenu. Nous n'étions plus accrochés à la mamelle du réseau d'électricité de l'État. Il serait même possible éventuellement de se reconvertir à des sources de stockage d'électricité totalement organiques. Elles sont renouvelables et très durables. Tu parles des gens demanda Garde. Oh, pas seulement des gens, bien que les espèces supérieures semblent effectivement produire une énergie plus durable que les espèces inférieures. C'est peut-être davantage fonction de leur spiritualité que de leur intelligence. Le mot latin es est sans doute celui qui traduit le mieux ce que je veux dire. Mais même Peter a tenu un temps remarquablement long, et il a produit une grande quantité d'énergie, bien qu'il ne soit qu'un chien. Peut-être à cause de son esprit, dit Gardiner, peut-être parce qu'il t'aimait. Il sortit le pistolet de sa ceinture et le tint, bouclier, 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 contre sa cuisse gauche. Bon, ça n'a rien à voir, dit Bobby, en écartant de la main toute allusion à l'amour ou à la spiritualité de Peter. Tu as décidé, pour une raison qui t'appartient, que ce que nous faisons est moralement inacceptable. Mais l'éventail de ce que tu considères comme normalement acceptable est très étroit. Ça n'a pas d'importance, tu ne tarderas pas à t'endormir. Nous n'avons pas d'histoire, ni écrite, ni orale. Quand tu dis que le vaisseau s'est écrasé ici parce que les responsables se battaient pour tenir le manche à balai, je sens qu'il y a là une part de vérité. Mais je sens aussi que ça devait peut-être arriver, que le destin en avait décidé ainsi. Les télépathes jouissent de prémonitions partielles, et de ce fait, ils sont plus enclins à se laisser guider par les courants, grands ou petits, qui parcourent l'univers. Certains donnent le nom de Dieu à ces courants, mais Dieu n'est qu'un mot, comme Tommy Knockers ou Altair IV. Je veux dire que nous aurions disparu depuis longtemps si nous ne nous étions pas fiés à ces courants, parce que nous avons toujours été un peu vifs, prêts à nous battre. Mais battre est un mot trop général. Nous... Les yeux de Bobby luirent soudain d'un reflet vert profond et effrayant. Ses lèvres s'écartèrent en un sourire sans dents. Gardiner serra la poignée de son arme d'une main trempée de sueur. Nous chamaillons, dit Bobby. Voilà le mot juste, garde. Bien trouvé, dit Gardiner en avalant sa salive.
Il entendit comme un déclic dans sa bouche. La sécheresse ne s'était pas imposée progressivement, elle était arrivée d'un seul coup. Oui, nous nous chamaillons, nous nous sommes toujours chamaillés. Comme des enfants, dit Bobby avec un sourire. Nous sommes très enfantins, c'est notre bon côté. Vraiment demanda Garde. Une image monstrueuse emplit soudain la tête de Garde. Des collégiens se dirigeant vers leurs écoles chargées de livres, de cahiers et de pétards M16, de gamelles Smurf pour le déjeuner et de mitraillettes Uzi. Des pommes pour les professeurs qu'ils aiment et des grenades à fragmentation pour ceux qu'ils n'aiment pas. Et, Seigneur, toutes les filles ressemblent à Patricia McCardle et tous les garçons à Ted, l'homme de l'énergie. Ted, l'homme de l'énergie, avec des yeux verts, dont la lueur explique tout ce bordel déplorable, les croisades, les arcs et les flèches, les satellites armés de missiles chers à Reagan. Nous nous chamaillons. De temps à autre, nous nous bagarrons même un peu. Nous sommes des adultes, je crois, mais nous avons mauvais caractère, comme des enfants, et nous aimons aussi nous amuser, comme les enfants. Alors nous satisfaisons nos deux penchants en construisant ces chouettes lance-pierres nucléaires, et de temps à autre, nous en laissons quelques-uns traîner pour que des gens les ramassent. Et tu sais quoi? Ils les ramassent toujours. Les gens comme Ted, qui sont parfaitement prêts à tuer pour qu'aucune femme de Braintree qui désirerait acheter un sèche-cheveux ne manque d'électricité pour le faire marcher. Les gens comme toi, Garde, qui n'ont que de maigres scrupules à tuer pour l'idée de paix. Ce serait un monde tellement terne, sans les armes et les chamailleries, tu ne trouves pas? Gardiner se rendit compte qu'il avait sommeil. Enfantin, répéta Bobby. Nous nous battons, mais nous pouvons être aussi très généreux, comme nous l'avons été ici. Oui, vous avez été très généreux pour Haven, dit Gardiner, avant que ses maxillaires ne s'écartent soudain en craquant pour un bâillement à se décrocher la mâchoire. Bobby sourit. Quoi qu'il en soit, il est possible que nous nous soyons écrasés parce que c'était l'heure de l'écrasement, selon les courants dont j'ai parlé. Le vaisseau n'a pas été endommagé, naturellement, et quand j'ai commencé à le mettre à jour, nous sommes revenus. Et êtes-vous nombreux demanda Garde. Oh, je ne sais pas, dit Bobby en haussant les épaules. Je m'en moque. Nous sommes ici, et il faut apporter des améliorations, ça suffit. Et c'est vraiment tout ce que vous êtes demanda Garde. Il voulait s'en assurer, s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre. Il avait terriblement peur d'y employer trop de temps, beaucoup trop de temps, mais il fallait qu'il sache. Alors, c'est tout, insista-t-il. Qu'est-ce que tu veux dire demanda Bobby. Est-ce si peu ce que nous sommes? Oh, franchement, oui, dit Garde. Tu vois, j'ai recherché le diable hors de moi toute ma vie, parce que celui que j'avais à l'intérieur était tellement difficile à attraper. C'est dur de croire si longtemps que tu es Homère. Il bâilla à nouveau, très profondément. Il avait l'impression d'avoir des briques sur les paupières. Et de découvrir que tu n'as jamais été que le capitaine Achab. Est-ce que c'est vraiment tout ce que vous êtes demanda-t-il pour la dernière fois, avec un accent désespéré dans la voix. Juste des gens qui fabriquent des choses. Je crois, dit-elle. Désolé de te décevoir. Gardiner leva le pistolet sous la table, et au même moment il sentit que la drogue le trahissait, le bouclier s'évanouissait. Les yeux de Bobby se mirent à luire. Non, cette fois, ils flamboyèrent. Sa voix, cri mental, traversa la tête de Gardiner comme un couteau à viande. Une arme! Il a une arme! Il a une arme! Tailladant le brouillard de plus en plus épais. Elle essaya de bouger, et en même temps elle essaya de pointer le pistolet à photon sur lui. Gardiner dirigea le 45 vers Bobby, sous la table, et pressa la détente. Il n'y eut qu'un claquement sec. Le vieux revolver n'avait pas tiré. John Leandro mourut, mais pas le scoop. David Bright avait promis de donner jusqu'à 16 heures à Leandro, et c'était une promesse qu'il voulait tenir parce qu'il avait le sens de l'honneur, naturellement, mais aussi parce qu'il n'était pas sûr de vraiment vouloir mettre son nez dans cette histoire. Il se pouvait qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle pour la presse, mais d'un piège à con, peut-être mortel. Il ne douta néanmoins jamais que Johnny Leandro eût dit la vérité, ou ce qu'il en percevait, aussi folle que parut son histoire. Johnny était une andouille. Non seulement il lui arrivait de tirer des conclusions hâtives, mais il allait parfois bien au-delà. Cela dit, il n'était pas menteur, et même s'il l'avait été, il n'était sans doute pas, selon Bright, assez futé pour fabriquer une histoire aussi touffue. Vers 2h30 cet après-midi-là, Bright pensa soudain à un autre Johnny, ce pauvre diable de Johnny Smith, un médium qui avait parfois eu des sensations en touchant des objets. C'était aussi une histoire folle, mais Bright avait cru Johnny Smith. Il avait cru que Smith pouvait faire ce qu'il disait. Il était impossible de regarder les yeux fervents de cet homme et de ne pas le croire.
Bright ne touchait rien qui appartint à John Leandro, mais il voyait son bureau de l'autre côté de la pièce, la housse qui recouvrait bien proprement son ordinateur à traitement de texte, et il ressentait quelque chose de tout à fait lugubre. Il avait l'impression que John Leandro était peut-être mort. Il se traita de vieille bonne femme, mais cela ne dissipa en rien son impression. Il pensa à la voix de Leandro, désespérée et vibrante d'excitation. C'est mon histoire, et je ne vais pas laisser tomber comme ça. En pensant aux yeux sombres de Johnny Smith, à sa façon de se frotter constamment le côté gauche du front, Bright n'arrivait pas à quitter du regard le traitement de texte de Leandro. Il résista jusqu'à 3 heures. L'impression était devenue une certitude nauséeuse. Leandro était mort. Il n'y avait plus aucun doute. Bright n'aurait peut-être plus jamais d'authentique prémonition de sa vie, mais en cet instant, il en avait une. Pas fou, pas blessé, pas disparu, mort. Bright décrocha son téléphone, et bien qu'il ne composât qu'un numéro de Clive Mills, Bobby Eggard aurait compris qu'il téléphonait très loin. 55 jours après que Bobby Anderson eut trébuché dans les bois, quelqu'un appelait enfin la police de Dallas. L'homme à qui Bright parla, au commissariat central de la police de l'État, à Clive Mills, s'appelait Andy Torgerson. Bright le connaissait depuis ses années d'université, et il pouvait lui parler sans avoir l'impression qu'on avait tatoué sur son front « journaliste en quête de nouvelles sensationnelles ». Torgerson écouta avec patience, parlant peu, tandis que Bright lui racontait tout, commençant par le jour où Leandro avait été envoyé enquêter sur la disparition des 2 flics. Son nez s'est mis à saigner, ses dents sont tombées, il s'est mis à vomir, et il était persuadé que ça venait de l'air, demanda le policier. Oui, répondit Bright. Et ce truc dans l'air améliore les transmissions radio. Oui, c'est ça. Et tu crois qu'il a plein d'ennuis? Encore vrai. Je crois moi aussi qu'il risque d'être dans la merde, Dave. On dirait qu'il est bon pour le pavillon des agités. Oh, je sais ce qu'on dirait, dit Bright, mais je ne crois pas que ce soit ça. Oh, David, dit Torgerson sur un ton de grande patience, il est possible, dans les films en tout cas, de prendre un petit village et de l'empoisonner. Mais il y a une route nationale qui traverse ce petit village. Il y a des gens dans ce petit village et des téléphones. Est-ce que tu crois que quelqu'un pourrait empoisonner tout un village ou le couper du monde extérieur sans que personne ne le sache? La vieille route de Derry n'a d'une route nationale que le nom. Depuis qu'on a terminé le tronçon de l'autoroute I-95 entre Bangor et Newport, il y a 30 ans, reprit Bright. Maintenant, la vieille route de Derry ressemble plutôt à une piste d'atterrissage abandonnée avec une ligne jaune au milieu. Tu n'essayes pas de me dire que personne n'a tenté de l'utiliser ces derniers temps, quand même, remarqua le policier. Non, je n'essaye pas de te dire grand-chose, mais Johnny prétendait qu'il avait trouvé plusieurs personnes qui n'avaient pas vu leurs parents habitant à Haven depuis près de 2 mois. Et certains de ceux qui avaient essayé d'aller les voir ont été malades et ont dû rebrousser chemin. La plupart ont mis leur malaise sur le compte d'un mauvais repas ou Dieu sait quoi. Il m'a aussi parlé d'un magasin à Troyes où un vieux commerçant fait des affaires en or en vendant des t-shirts aux gens qui ont essayé d'aller à Haven parce qu'ils saignaient du nez, et ce depuis des semaines. Oh, divagation, dit Torgerson. Il regarda de l'autre côté de la salle de garde et vit son collègue se redresser brutalement et prendre pour pouvoir écrire son téléphone de la main gauche. À son air ahuri, il était clair qu'on ne venait pas de lui parler d'un différend entre voisins ni d'un vol à la tire. Naturellement, les gens étant ce qu'ils sont, il arrivait toujours quelque chose. Et bien qu'Andy ne l'admît pas volontiers, il pouvait aussi se passer quelque chose à Haven. Toute cette histoire semblait aussi folle que le thé d'Alice au pays des merveilles, mais David ne lui avait jamais semblé être un membre de la brigade des cinglés notoires. Du moins pas officiellement, corrigea-t-il. Tu as peut-être raison, disait Bright, mais tu pourras confirmer ou non que ce sont des divagations en envoyant tout simplement un de tes gars à Haven. Je te le demande en tant qu'ami. Je ne suis pas un grand pote de Johnny, mais je me fais du souci pour lui. Torgerson regardait toujours le bureau vitré du chef, où Smokey Dawson faisait marcher sa mâchoire à 100 à l'heure. Smokey leva les yeux, vit que Torgerson le regardait et dressa une main, les doigts écartés. « Attends, voulait dire ce geste. Il se passe quelque chose d'énorme. »« J'enverrai quelqu'un avant ce soir, dit Torgerson. J'irai moi-même, si je peux, mais... Et si je venais à Derry, tu pourrais m'emmener demanda Bright. Oh, je t'appellerai, dit Torgerson. Il se passe quelque chose. On dirait que Dawson est au bord de la crise cardiaque. Je ne bouge pas d'ici, dit Bright. Je me fais vraiment du souci, Andy. Oui, je sais, dit Torgerson, mais je t'appellerai. Bright n'avait pas manifesté le moindre intérêt quand Torgerson lui avait dit qu'il se passait quelque chose, et ça ne lui ressemblait pas du tout. Dawson sortit du bureau du chef. On était en plein été, et à part Torgerson, tous les autres policiers étaient sur les routes.
Les deux hommes tenaient le poste à eux seuls. Oh, Andy, gémit Dawson, je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. De quoi demanda Torgerson. Il sentit l'excitation, oppressante, peser au centre de sa poitrine. Torgerson avait aussi ses intuitions de temps à autre, et elles étaient assez justes dans le cadre étroit de la profession qu'il avait choisie. Quelque chose d'énorme, sans nul doute. On aurait dit que Dawson avait reçu un coup sur la tête. Cette bonne vieille oppression de l'excitation, il la haïssait la plupart du temps, mais elle agissait sur lui comme une drogue. Et à cet instant, la drogue lui fit faire un rapprochement fulgurant. C'était aussi irréfutable qu'irrationnel. La grande nouvelle était liée à ce que Bright venait de lui dire. Qu'on aille chercher le chapelier fou, le thé est servi. Il y a un feu de forêt à Haven, dit Dawson. C'est forcément un feu de forêt. On dit que c'est probablement dans les bois du Grand Ijun. Probablement ? Qu'est-ce que ça veut dire que cette merde, probablement demanda Torgerson. Eh bien, le rapport est venu de la station d'observation des incendies de China Lakes, dit Dawson. Ils ont localisé la fumée il y a plus d'1 heure, vers 2 heures. Ils ont alerté la caserne de Derry et la station 3 des Rangers de Newport. On a fait partir des camions de Newport, d'Unity, de China et de Woolwich. 3, Albion et eux alors, bon sang, ils sont limitrophes de la commune de Haven. Oui, mais 3 et Albion n'ont pas répondu, dit Dawson. Et Haven même. Les téléphones sont en dérangement, répondit le chef. Allons se moquer, ne me casse pas les couilles. Quel téléphone? Mais tous, dit-il, après avoir péniblement avalé sa salive. Naturellement, je n'ai pas vérifié personnellement, mais ce n'est pas le pire. Enfin, je sais, c'est déjà incroyable, mais... Bon allez, crache le morceau, dit Torgerson. C'est ce que fit Dawson. Quand il eut terminé, la bouche de Torgerson était sèche. La station 3 des Rangers avait la responsabilité des incendies du comté de Penobscot, du moins tant que le feu ne progressait pas dans les bois sur un front trop large. La première de ces tâches était la surveillance, la seconde le repérage, la troisième la localisation. Ça semblait facile, mais ça ne l'était pas. Dans le cas présent, la situation était pire encore qu'à l'ordinaire, parce que le feu avait été signalé depuis un poste d'observation situé à plus de 30 kilomètres. La station 3 réclama des camions de pompiers de type classique, parce qu'il était encore théoriquement possible qu'ils s'avèrent utiles. On avait pu joindre quiconque à Haven qui fût capable de leur dire ce qu'il en était exactement. Pour autant que les gardes aient pu le déterminer, le feu aurait pris dans le champ est de Frank Spruce, ou à plus d'1 kilomètre dans les bois. Ils avaient aussi envoyé 3 équipes de 2 hommes dans des véhicules tout-terrain, avec des cartes topographiques et un avion de reconnaissance. Dawson avait parlé des bois du Grand Ijun, mais le chef Huawei Vokak n'était plus depuis longtemps. Et aujourd'hui, le nouveau nom, sans connotation raciale indiqué sur les cartes officielles, semblait plus approprié, les bois brûlants. La voiture de pompiers d'Unity arriva la première, malheureusement pour elle. À 5 ou 6 kilomètres de la commune de Haven, alors qu'ils étaient encore à une douzaine de kilomètres de la colonne de fumée de plus en plus imposante qui s'élevait dans le ciel, les hommes commencèrent à se sentir mal. Pas seulement 1 ou 2, tous les 7. Le chauffeur continua sa route jusqu'à ce qu'il perde soudain conscience derrière le volant. Le camion-pompe sortit de la route de la vieille école d'Unity et s'écrasa dans les bois, à près de 2 kilomètres de Haven. 3 hommes furent tués sur le coup, 2 autres saignèrent à mort, les 2 survivants s'échappèrent de la zone à 4 pattes en vomissant tout le long de la route. « Ils ont dit que c'était comme si on les avait gazés », expliqua Dawson. « C'était eux au téléphone » demanda Torgerson. « Oh Seigneur, non » répondit Dawson. « Les 2 survivants sont en route pour l'hôpital de Derry dans une ambulance. C'était la station 3. Ils essayent de rassembler des informations, mais pour le moment, on dirait qu'il se passe à Haven bien davantage qu'un feu de forêt. Quant au feu, il commence à échapper à tout contrôle. La météo annonce un vent d'est dans la soirée, et il ne semble pas que quiconque puisse aller là-bas pour éteindre l'incendie. « Et que savent-ils d'autre » demanda Torgerson. « Oh merde » s'escria Smokey Dawson, comme si on lui infligeait une offense personnelle. « Les gens qui approchent de Haven sont malades. Plus ils approchent, plus ils sont malades. C'est tout ce qu'on sait, en plus du fait que quelque chose brûle. » Pas une seule unité de pompiers n'était arrivée à Haven. Celle de China et de Woolwich était allée le plus loin. Torgerson consulta l'anémomètre sur le mur et crut comprendre pourquoi. Ils étaient arrivés à contre-vent. Si l'air autour de Haven était empoisonné, le vent qui soufflait dans leur dos l'entraînait loin d'eux. Nom de Dieu, et si c'était radioactif? Dans ce cas, ça ne ressemblait à aucune radiation dont Torgerson n'avait jamais entendu parler. Les unités de Woolwich avaient annoncé 100% de panne mécanique à l'approche de Haven. China avait envoyé une autopompe et un camion-citerne. La pompe les avait lâchés, mais la citerne avait continué à marcher,
Et le chauffeur, Dieu sait comment, avait réussi à faire demi-tour et à la sortir de la zone dangereuse avec ses hommes, vomissant, tassés dans la cabine, accrochés au pare-choc ou à cheval sur la citerne. La plupart souffraient de saignements de nez, certains de saignements d'oreilles et d'une rupture de vaisseau dans un œil. Mais tous avaient perdu des dents. Mais qu'est-ce que ça peut être que cette foutue radiation? Dawson jeta un coup d'œil dans le bureau du chef et vit que toutes les lignes téléphoniques clignotaient. Andy, ça s'aggrave, dit-il. Il faut que je. Oui, je sais, dit Ferguson. Il faut que tu parles à des fous. Je dois appeler le bureau de l'attorney général à Augusta et parler à d'autres fous. Jim Tierney est le meilleur attorney général que nous ayons eu dans le Maine depuis que je porte cet uniforme. Et tu sais où il est en cette belle journée, Smokey? Non, répondit Dawson. En vacances, dit Ferguson, avec un rire qu'il ne contrôlait pas vraiment. Ses premières vacances depuis qu'il occupe ce poste. Le seul homme de toute l'administration de l'État qui aurait pu comprendre cette situation de fou est en train de camper avec sa famille dans l'Utah. Oui, dans l'Utah, bordel. C'est pas beau, ça? Oui, très, dit Dawson. Et il y a d'autres victimes demanda Ferguson. Un ranger de Newport est mort, dit Dawson après une seconde d'hésitation. Qui? Andy Amberson, il s'appelait. Quoi? Henry? Oh, Seigneur! Ferguson eut l'impression qu'on l'avait frappé à l'estomac. Il connaissait Henry Amberson depuis 20 ans. Ils n'étaient pas inséparables, mais ils avaient joué aux cartes ensemble les jours calmes, et ils étaient allés pêcher à la mouche. Ils avaient aussi dîné en famille. Henry, Seigneur, Henry Amberson, et Tierney qui est dans l'Utah, bordel. Est-ce qu'il était sur l'une des jeeps qu'ils ont envoyées demanda-t-il. Oui, répondit Dawson. Il avait un stimulateur cardiaque, tu sais, et. Quoi demanda Ferguson en faisant un pas vers Smokey, comme s'il voulait le secouer. Eh bien, le type qui conduisait la Jeep, répondit Dawson, aurait transmis par radio à la station 3 que le stimulateur avait explosé dans la poitrine d'Amberson. Bon Dieu, c'est pas vrai s'exclama Ferguson. Je n'en suis pas encore sûr, ajouta précipitamment Dawson. Rien n'est sûr, la situation n'est pas encore claire. Mais comment un stimulateur cardiaque peut-il exploser demanda doucement Ferguson. Je ne sais pas. Non, c'est une blague, déclara froidement Ferguson. Quelqu'un a fait une blague idiote, ou c'est comme l'émission de radio La Guerre des Mondes. Oh, je ne crois pas, dit timidement Smokey, que ce soit une blague ni un canular. Moi non plus, dit Ferguson en se dirigeant vers son bureau. Bordel du tas, murmura-t-il. Il alla au téléphone, laissant Smokey et Dawson faire front aux informations de plus en plus incroyables qui arrivaient de la zone dont la ferme de Bobby Anderson formait le centre. Si Jim Tierney n'avait pas été dans l'Utah, bordel, Ferguson aurait commencé par appeler le bureau de l'attorney général. Mais comme Tierney était dans l'Utah, Ferguson différa son appel, le temps de parler à David Bright au Daily News de Bangor. David, c'est Andy. Écoute, j'ai entendu dire qu'il y a un incendie à Haven, Andy, le coupa le journaliste. Peut-être un gros, tu le sais? Oui, on le sait, David. Mais je ne peux pas t'emmener. Les informations que tu m'as données collent pourtant. Les équipes de pompiers et de reconnaissance n'arrivent pas à entrer dans la commune. Ils sont malades. On a perdu un ranger, un type que je connaissais. Et on m'a dit... Enfin, oublie ce qu'on m'a dit. C'est trop fou pour être vrai. Qu'est-ce que c'est demanda Bright, dont la voix trahissait l'excitation. Non, laisse tomber. Tu dis que les pompiers et les équipes de secours sont malades. Non, les équipes de reconnaissance. On ne sait pas encore si des secours sont nécessaires ou non. Et puis, il y a eu une merde avec les camions de pompiers et les jeeps. Les véhicules semblent tous avoir des ennuis mécaniques à l'approche de Haven. Quoi fit le journaliste. Oui, tu m'as bien compris. Tu veux parler de quelque chose comme le pouls? Le pouls? Quel pouls demanda Andy, qui eut la folie de croire à un instant que Bright parlait du stimulateur cardiaque de Henry et qu'il savait tout depuis le début. C'est un phénomène qui est censé suivre les grandes explosions nucléaires, dit le journaliste. Les moteurs des voitures s'arrêtent net. Et les radios aussi demanda le policier. Oui, elles aussi. Mais ton ami a dit... Oui, sur toute la bande, il a dit. Des centaines. Est-ce que je peux citer ce que tu m'as dit des pompiers et des équipes de reconnaissance, des véhicules qui s'arrêtent? Oui, cite Monsieur Source bien informé, répondit le policier. Et quand est-ce que tu as entendu parler pour la première... Écoute, j'ai pas le temps de donner une interview pour Playboy, David. Tu m'as dit que ton Leandro était allé louer un appareil de respiration aux fournitures médicales du Maine. Oui, c'est ça, dit Bright. Il pensait donc que c'était l'air, murmura Ferguson, davantage pour lui que pour Bright. C'est ce qu'il pensait, lui. Oui, Andy, répondit le journaliste. Et tu sais ce qui arrête aussi les moteurs de voiture, selon les rapports qu'on reçoit de temps à autre? Quoi demanda Ferguson.
Bah, les ovnis, répondit le journaliste. Non, non, ne ris pas, c'est vrai. Les gens qui ont vu des soucoupes volantes de près, alors qu'ils conduisaient une voiture ou un avion, ont presque toujours dit que leur moteur s'est arrêté jusqu'au départ de la chose. Tu te souviens du médecin dont l'avion s'est écrasé à Newport il y a une semaine? La guerre des mondes, se dit à nouveau Torgerson. Quel bordel de merde. Mais le stimulateur cardiaque de Henry Anderson avait quoi? Explosé? Est-ce que cela se pouvait? Il veillerait à tirer ça au clair, ça, on pouvait en être sûr. On se rappelle, Davy, dit Torgerson avant de raccrocher. Il était 15h15. À Haven, l'incendie qui avait éclaté à la ferme du vieux Frank Garrick brûlait depuis plus d'une heure, et il s'étendait maintenant en un croissant toujours plus large en direction du vaisseau. Torgerson appela Augusta à 15h17. À cette heure, 2 limousines transportant 6 inspecteurs de police étaient déjà en route vers la I-95. La station 3 avait appelé les bureaux de l'attorney général à 14h26 et la police de Derry à 14h49. Le rapport de Derry faisait la synthèse des premiers éléments épars. L'accident de l'autopompe d'Unity, la mort du ranger, qui semblait avoir été tué par son propre stimulateur cardiaque, comme par une balle. À 13h30, heure des montagnes rocheuses, une voiture de la police de l'Utah s'arrêtait au camping où Jim Tierney et sa famille passaient leurs vacances. L'officier informait Tierney de la situation d'urgence dans le Maine. Quelle sorte d'urgence? Ça, l'officier de police ne le savait pas. Ce type d'information, lui avait-on dit, n'était divulgué qu'en cas de nécessité absolue. Tierney aurait pu appeler Derry, mais il connaissait Torgerson à Clive Mills et il lui faisait confiance. Et pour l'instant, il voulait plus que tout parler à quelqu'un en qui il avait confiance. Il sentit la peur s'insinuer dans sa gorge, le sentiment que c'était sûrement Maine Yankee, que c'était à cause de la seule centrale nucléaire de l'État, forcément. Il fallait au moins ça pour qu'on lui refuse toute précision à l'autre bout du pays. L'officier demanda le numéro. Torgerson fut à la fois ravi et soulagé d'entendre la voix de Tierney. À 13h37, heure des Rocheuses, Tierney montait dans la voiture de police et demandait « À quelle vitesse pouvez-vous rouler ?»« Monsieur, répondit le chauffeur, ce véhicule dépasse les 200 km/h et je suis mormon. Alors, monsieur, je n'ai pas peur de le conduire à cette vitesse parce que je suis certain de ne pas aller en enfer. Prouvez-le, lança Tierney. À 14h03, heure des Rocheuses, Tierney avait pris place dans un petit avion dépourvu de toute marque distinctive, hormis un drapeau américain sur sa queue. L'avion attendait sur un petit aéroport privé, près de Cottonwoods, la ville dont Zane Grey parlait dans Les Cavaliers de la Sauge pourpre, le livre de chevet de Roberta Anderson quand elle était enfant, celui qu'il avait peut-être lancé à tout jamais sur la piste des westerns. Le pilote était en Pékin. « Vous êtes du ministère de la Défense » demanda Tierney. « Affirmatif » répondit-il en regardant Tierney à travers des lunettes noires, sans expression. Ce fut la seule fois qu'il fit entendre sa voix, tant avant que pendant ou après le vol. C'est ainsi que la police de Dallas entra dans la danse. Haven n'avait jamais été qu'un point sur la route, rêvant sa vie, confortablement installé à quelque distance des principales routes touristiques du Maine. Maintenant, on l'avait remarqué. Maintenant, les gens s'y rendaient en cohorte. Comme ils ne savaient rien des anomalies que l'on rapportait en nombre de plus en plus important, ce ne fut au départ que la colonne de fumée à l'horizon qui les attira, comme des mythes vers la flamme d'une bougie. Il faudrait attendre presque 19h ce soir-là avant que la police de l'État, avec l'aide des gardes nationaux du coin, réussisse à bloquer toutes les routes de la région, les routes secondaires aussi bien que les routes principales. Au matin, le feu deviendrait le plus grand incendie de forêt de l'histoire du Maine. Le vent d'Est se leva, juste à l'heure, et quand il fraîchit, on n'eut plus aucune chance d'arrêter le feu. Ils ne le comprirent pas tout de suite, mais ils finirent par s'en rendre compte. Le feu se serait propagé sans aucune gêne, même si l'air avait été parfaitement immobile. On ne pouvait pas grand-chose contre un feu impossible à atteindre, et les efforts pour s'en approcher avaient produit des résultats déplaisants. L'avion de reconnaissance s'écrasa. Un bus, plein de gardes nationaux de Bangor, sortit de la route, percuta un arbre et prit feu quand le cerveau du conducteur explosa comme une tomate farcie de bombes cerises. Les 70 pompiers du dimanche furent tués, mais la moitié seulement sur le coup. Les autres moururent en un effort désespéré pour s'extraire en rampant de la zone empoisonnée. Malheureusement, le vent soufflait du mauvais côté, comme Torgerson aurait pu le leur dire. L'incendie de forêt, qui avait démarré au bois brûlant, avait tout rôti jusqu'à mi-chemin de Newport, avant que les pompiers n'aient pu se mettre réellement au travail. Mais à ce moment-là, ils n'étaient plus assez nombreux pour faire grand-chose, surtout que le front du feu s'étendait sur près de 100 kilomètres.
À 7 heures, ce soir-là, des centaines de gens, dont beaucoup de pompiers improvisés, appartenant pour la plupart à l'espèce bien connue Homo curiosus, s'étaient agglutinés dans la région. Bon nombre d'entre eux repartirent sur le champ, le visage décoloré, les yeux exorbités, le nez et les oreilles pissant le sang. Certains serraient dans leurs mains leurs dents tombées, comme s'ils avaient craché des perles, et il en mourut un nombre non négligeable. Sans compter même les centaines de malheureux habitants de l'est de Newport, sur qui s'abattit soudain un nuage mortel d'air de Haven quand le vent fraîchit. La plupart de ceux-là moururent chez eux. C'est sur les diverses routes, ou à proximité, qu'on retrouva les badauds qui s'étaient laissés asphyxier sur place par l'air pourri, recroquevillés en position fétale, les mains crispées sur leur estomac. La plupart d'entre eux, raconta plus tard un GI au Washington Post, à condition qu'on ne cite pas son nom, ressemblaient à des virgules humaines sanguignolantes. Mais ce n'est pas ainsi que finit Lester Moran, un démarcheur en livre scolaire qui vivait dans la banlieue de Boston et passait l'essentiel de ses journées à sillonner les autoroutes du nord de la Nouvelle-Angleterre. Lester revenait de sa tournée de fin d'été dans les écoles du comté d'Aroostook quand il vit de la fumée, beaucoup de fumée, à l'horizon. Il était environ 16h15. Lester décida d'aller voir. Il n'était pas pressé de rentrer. Célibataire, il n'avait rien de prévu pour les 2 semaines à venir. Mais il aurait fait le détour même si la conférence annuelle des vendeurs avait figuré à son agenda pour le lendemain, et s'il n'avait pas encore écrit le premier mot du discours inaugural qu'il était censé y prononcer. Il n'aurait pas pu s'en empêcher. Lester Moran avait une passion pour le feu, et ce depuis sa plus tendre enfance. En dépit de 5 jours passés sur les routes, de ses fesses aplaties comme une planche, de ses reins qui lui semblaient lourds comme des pierres après tous les chocs que sa voiture avait été incapable d'amortir sur des routes merdiques menant à des villages si petits qu'ils ne portaient même pas de nom et se réduisant à une chure de mouche sur la carte, il n'hésita pas une seconde. Sa fatigue s'estompa et ses yeux luirent d'une lumière surnaturelle que tous les pompiers de Manhattan à Moscou connaissaient et redoutent, l'excitation malsaine d'un authentique pyromane. C'était pourtant le genre de personne que les pompiers utilisent s'ils y sont contraints. 5 minutes plus tôt, Lester Moran, qui s'était proposé comme pompier à Boston à l'âge de 21 ans et n'avait pas été accepté à cause de sa plaque de métal dans le crâne, se sentait un moral de chien battu. Maintenant, il avait le moral d'un homme gonflé aux amphétamines. Maintenant, il était cet homme qui aurait joyeusement transporté toute la nuit sur son dos une pompe pesant près de la moitié de son poids, respirant de la fumée comme d'autres respirent du parfum dans le cou d'une belle femme, luttant contre les flammes jusqu'à ce que la peau de ses joues soit toute craquelée et boursouflée et ses sourcils grillés. Il quitta l'autoroute à Newport et brûla les étapes jusqu'à Haven. On avait remplacé un os de son crâne par une plaque de métal après un horrible accident qu'il avait eu à l'âge de 12 ans, quand il assumait la charge de faire traverser la route à ses camarades de collège. Une voiture l'avait heurté et projeté à 10 mètres, où le mur de briques inamovible d'un magasin de meubles avait interrompu son vol plané. On lui administra l'extrême onction. Le chirurgien qui l'avait opéré prévint ses parents, en larmes, que leur fils mourrait certainement dans moins de 6 heures, ou resterait dans le coma pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de succomber. Mais le gamin se réveilla et demanda une glace avant le coucher du soleil. « Je crois que c'est un miracle !» s'exclama sa mère en sanglotant. « Un miracle du ciel !»« Moi aussi, » dit le chirurgien, qui avait eu l'occasion de voir le cerveau de l'enfant par le trou laissé dans son crâne fracassé. Et le jour de l'incendie, en approchant cette délicieuse fumée, Lester se sentit un peu patraque du côté de l'estomac, mais il mit cela sur le compte de l'excitation et finit par ne plus y penser. La plaque de métal qui fermait son crâne était presque 2 fois plus grosse que celle de Jim Gardiner. Il trouva à la fois incroyable et tout à fait excitante l'absence de tout véhicule de police, d'incendie ou des eaux et forêts, dans la fumée qui réduisait de plus en plus sa visibilité. Après un tournant, une grosse Plymouth couleur bronze était couchée sur le toit dans le fossé de gauche, ses feux de détresse encore allumés. La porte avant portait l'écution des pompiers de Derry. Lester gara son break Ford, sortit et s'approcha du véhicule accidenté. Il y avait du sang sur le volant, sur le siège du conducteur et sur le sol, et des gouttelettes écarlates maculaient le pare-brise. Ça faisait pas mal de sang. Lester regarda, horrifié, puis tourna les yeux vers Haven. À la base de la colonne de fumée, il voyait maintenant des reflets rouges, et il se rendit compte qu'il pouvait entendre le craquement du bois en feu. C'était comme s'il s'approchait du plus grand foyer à ciel ouvert du monde, ou plutôt comme si des jambes avaient poussé ce foyer qui s'approchait de lui. Comparé à ce bruit, comparé à ce reflet rouge terne mais titanesque, la voiture retournée du chef des pompiers de Derry et le sang à l'intérieur lui semblèrent soudain beaucoup moins importants.
Lester retourna vers sa propre voiture, lutta brièvement contre sa conscience et gagna la partie en se promettant qu'il s'arrêterait à la première cabine téléphonique pour prévenir la police de Cliff Mills. Non, de Derry. Comme la plupart des bons vendeurs, Lester Moran possédait en tête une carte détaillée de son territoire, et après l'avoir consultée, il en vint à la conclusion que Derry était plus près. Il résista à une furieuse envie de pousser son break à la limite de ses possibilités, qui se situaient aux environs de 100 à l'heure, ces temps-ci. À chaque virage, il s'attendait à tomber sur des barrières en travers de la route, sur un chaos de véhicules garés en tous sens, les CB glapissant des messages, les hommes casqués et portant des cirés criant des ordres. Mais cela n'arriva pas. Au milieu de barrières et d'un foisonnement d'activités, il trouva l'autopompe d'Unity, la cabine détachée de la citerne qui continuait à se vider de son contenu. Lester, qui respirait maintenant autant de fumée que d'un air qui aurait tué pratiquement n'importe qui d'autre, resta sur l'accotement, paralysé par la vue d'un bras blanc pendant à la fenêtre de la cabine amputée de l'autopompe. Des rigoles de sang séché formaient un dessin compliqué sur l'intérieur blanc et vulnérable du bras. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est bien plus grave qu'un feu de forêt. Il faut que tu fiches le camp, Lester. » Mais il se retourna vers le feu et fut perdu. Le goût de fumée s'accentuait dans l'air. Le bruit du feu n'était plus un craquement, mais un tonnerre roulant. La vérité s'abattit soudain sur lui comme un seau de ciment. Personne ne luttait contre ce feu, personne. Pour une raison qu'il ne pouvait comprendre, soit ils n'avaient pas pu pénétrer dans la zone, soit on ne leur avait pas permis d'y aller. Si bien que le feu brûlait sans contrôle, et avec le vent qui s'était levé et fraîchissait, il s'étendait comme un monstre radioactif dans un film d'horreur. Cette idée le rendit malade de peur, d'excitation et d'une sombre joie. Ce n'était pas bon de ressentir ce genre de joie, mais elle était là, et il n'aurait servi à rien de la nier. Il n'était pas le seul à l'avoir ressentie. Cette sombre joie semblait avoir envahi tous les pompiers à qui il lui était arrivé de payer un verre, c'est-à-dire presque tous les pompiers qu'il avait rencontrés depuis qu'on l'avait écarté du métier. Il tituba jusqu'à sa voiture, la fit redémarrer avec quelques difficultés, en se disant que dans son excitation, il avait probablement noyé ce foutu dinosaure, monta le conditionneur d'air au maximum et reprit la route de Haven. Il savait parfaitement que c'était une idiotie sans nom. Après tout, il n'était pas Superman, mais un vendeur de livres de classe de 45 ans, un peu chauve et toujours célibataire, parce qu'il était trop timide pour inviter une femme à sortir avec lui. Il ne se contentait pas de se conduire comme un idiot. Aussi dur que fût ce jugement, il était tout à fait rationnel. En vérité, il se conduisait comme un fou. Et pourtant, il ne pouvait pas plus s'arrêter qu'un drogué qui voit sa dose cuire dans sa cuillère. Il ne pouvait pas lutter contre le feu, mais il pouvait toujours aller le voir. Et ce serait vraiment quelque chose de le voir, non se dit Lester. Des gouttes de sueur coulaient déjà sur son visage, comme s'il anticipait la sensation de chaleur qui l'attendait. Quelque chose à voir, oh oui. On permettait à un feu de forêt de faire rage à sa guise, comme des millions d'années plus tôt, quand les hommes n'étaient guère plus que des petites tribus de singes sans poils, blottis dans les berceaux jumeaux du Nil et de l'Euphrate, à l'époque où les grands incendies étaient déclenchés spontanément par la foudre ou une chute de météores, et non par des chasseurs ivres qui se foutaient pas mal de savoir où tombait leur mégot de cigarette. Ce serait un feu orange clair, un mur de feu de 30 mètres de haut à travers les clairières, les jardins et les champs, courant comme le feu de prairie du Kansas dans les années 1840, avalant les maisons tellement vite qu'elles implosaient à cause du soudain changement de pression de l'air, comme les maisons et les usines dans les tempêtes de feu allumées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il verrait la route sur laquelle il était, cette route-ci, disparaître dans la fournaise, comme une autoroute pénétrant dans l'enfer. Le goudron, se dit-il, se mettrait d'abord à couler en rigoles poisseuses, puis il s'enflammerait. Il accéléra et se dit « Comment pourrais-tu ne pas continuer alors que tu as la chance d'une vie, de voir quelque chose comme ça? Comment le pourrais-tu » Je ne sais vraiment pas comment je vais expliquer ça à mon père, vraiment pas, gémissait le vendeur de fournitures médicales du Maine. Il aurait voulu ne jamais avoir convaincu son père, 4 ans plus tôt, d'étendre les services de leur magasin à la location. Son père n'avait pas manqué de lui envoyer ça dans les gencives quand le vieux n'avait pas rendu son équipement. Et maintenant, c'était l'enfer à Haven. La radio avait parlé d'un feu de forêt, mais avait laissé entendre qu'il pourrait s'y passer des choses bien plus bizarres, et il aurait parié qu'il ne reverrait jamais non plus l'équipement qu'il avait loué le matin même au reporter à grosses lunettes. Et maintenant, il y avait 2 autres types, des flics de l'État, rien moins, tous les 2 grands, et l'un, ce qui l'étonnait le plus, aussi noir qu'on peut l'être, qui exigeait la fourniture non pas d'un équipement, mais de 6.
Tu diras à ton père que nous les avons réquisitionnés, dit Torgerson. Tu fournis bien des équipements de respiration aux pompiers, non? Oui, mais... fit le jeune homme. Et il y a un incendie de forêt à Haven, non? Oui, mais... Alors, apporte-les, je n'ai pas de temps à perdre. Mais mon père va me tuer, hurla le jeune homme. C'est tout ce qui nous reste. En sortant du parking du commissariat, Torgerson avait croisé Claudel Wims qui y entrait. Claudel Wims, le seul flic noir de l'État, était grand. Pas aussi grand que Monstre du Gann, mais il mesurait tout de même 1,93 m. Le sourire de Claudel Wims s'ouvrait sur une dent en or, et quand Claudel Wims s'approchait des gens, s'approchait très près d'un suspect, ou d'un vendeur récalcitrant par exemple, et qu'il révélait cette incisive étincelante, il devenait très nerveux. Une fois, Torgerson avait demandé à Claudel Wims comment il expliquait ce phénomène, et Claudel Wims avait répondu qu'il croyait que c'était une bonne vieille magie noire, et il était parti d'un rire qui avait fait trembler les fenêtres. Wims se pencha donc très près du vendeur et utilisa sa bonne vieille magie noire qui marchait si bien. Quand ils quittèrent les fournitures médicales du Maine avec les équipements, le vendeur n'était plus très sûr de ce qui lui était arrivé, sauf que ce nègre avait la plus grande dent en or qu'il ait jamais vue de sa vie. Le vieil édenté qui avait vendu son t-shirt à Leandro était sur le porche de son magasin. Il regarda, impassible, la voiture de Torgerson passer en trombe. Quand elle fut loin, il entra et composa un numéro de téléphone que la plupart des gens n'auraient pu obtenir. Ils auraient entendu ce bruit de sirène qui avait tant irrité Ann Anderson, mais il y avait une amélioration idoine au dos du téléphone du commerçant, et il ne tarda pas à joindre une Hazel MacCready de plus en plus débordée. « Bien, dit Claudel Wims d'un air joyeux, après avoir regardé l'indicateur de vitesse. « Je vois que nous dépassons les 130 à l'heure. Et comme de l'avis général, tu es probablement le conducteur le plus merdique de toute la police de l'État du Maine. »« L'avis général de qui, bordel ?» demanda Torgerson. « Le mien, répondit Claudel Wims. En tout cas, ça m'amène à une déduction, je ne vais pas tarder à mourir. Je ne sais pas si tu connais cette foutaise qui consiste à accorder un dernier vœu à un condamné, mais si oui, peut-être pourrais-tu me dire de quoi il s'agit? Si possible, avant qu'on reçoive le bloc-moteur dans la gueule, bien sûr. Andy ouvrit la bouche, puis la referma. Non, dit-il, je ne peux pas, c'est trop tordu. Je peux te dire une chose, il est possible que tu ne te sentes pas bien. Dans ce cas, renifle tout de suite un peu de cet air en boîte. Seigneur, c'est l'air qui a été empoisonné à Haven? Je ne sais pas, je crois, répondit Torgerson. Oh Seigneur, répéta Wims, mais qui a déversé et quelle cochonnerie? Andy se contenta de hausser les épaules. Et c'est pour ça que personne ne lutte contre le feu, dit Torgerson. La ligne de fumée qui bouillonnait dans les airs à l'horizon s'élargissait de plus en plus. Pour l'instant, elle était presque toute blanche, Dieu merci. Allume la radio et cherche une station, dit Torgerson. Wims fronça les sourcils, comme s'il croyait que Torgerson était fou. Quelle fréquence demanda-t-il. N'importe. Wims mit donc la fréquence de la police, et au début n'obtint rien que les exclamations confuses et de plus en plus paniquées de flics et de pompiers qui voulaient combattre un feu et ne pouvaient s'en approcher pour une raison inconnue. Puis, plus loin, ils entendirent une demande de renfort pour un vol à main armée dans une boutique de spiritueux au 117 Mystic Avenue à Medford. Wims regarda Andy. « Bon sang, Andy, je ne savais pas qu'il y avait une Mystic Avenue à Medford. En fait, je n'ai jamais imaginé qu'il y avait la moindre avenue à Medford, juste quelques sentiers caillouteux et encore. » Je crois, dit Andy d'une voix dont l'écho lui sembla revenir de très loin à ses propres oreilles, que cet appel provient de Medford dans le Massachusetts. Lester Moran n'avait pas parcouru 200 mètres sur le territoire de la commune de Haven que son moteur rendit l'âme. Il ne toussa pas, il ne brouta pas, il ne pétarada pas. Il rendit l'âme en douceur et sans fanfare. Lester sortit de sa voiture sans prendre la peine de tourner la clé de contact. Le craquement ininterrompu du feu remplissait le monde. La température de l'air s'était élevée de 10 degrés au moins. Le vent poussait la fumée dans sa direction, mais vers le haut, si bien que l'air restait respirable. Il n'en avait pas moins un goût âcre et brûlant. À gauche et à droite s'étendaient des champs, les terres des Clarendon à droite, celles des Ruval à gauche. Ils ondulaient vers le bois. Dans ces bois, Lester voyait des éclats rouges et oranges de plus en plus lumineux. De la fumée s'en élevait en un torrent qui s'assombrissait. Il entendait les implosions brutales des arbres creux quand le feu aspirait l'oxygène qu'il renfermait, comme on sucerait la moelle d'un os. Le vent ne soufflait pas droit sur lui, mais presque. Le feu allait sortir des bois et courir dans les champs d'une minute à l'autre,
dans quelques secondes peut-être. Sa descente vers lui, lui dont la face rougeoyait et ruisselait de sueur, pouvait être mortellement rapide. Il préférait être de retour dans sa voiture avant que cela n'arrive. Elle allait redémarrer. Naturellement qu'elle redémarrerait. Cette vieille carcasse ne l'avait encore jamais lâché. Et creuser la distance qui le séparait de cette bête rouge lancée à sa poursuite. Pars alors, file, pour l'amour de Dieu. Tu as vu, alors maintenant file. Mais l'ennui, c'est qu'il ne l'avait pas vraiment vue. Il n'avait pas senti sa chaleur, il ne l'avait pas vu plisser les yeux et souffler de la fumée de ses narines de dragon. Il n'avait pas encore vraiment vu le feu. Et il le vit. Il jaillit du bois pour inonder le champ ouest de Luther-Ruval. Le front principal du feu continuait sa route dans les bois du Grand Ijun, mais ce flanc venait de sortir libéré de la forêt. Les arbres massés à l'extrémité du champ n'étaient que fétus de paille pour l'animal rouge. Ils semblèrent un instant noircir, tant la lumière derrière eux était forte, jaune-orangé, orange-rougeâtre, puis ils s'enflammèrent. Tout arriva en un instant. Lester ne vit plus que leur sommet avant qu'ils ne disparaissent aussi. C'était un numéro de grand prestidigitateur, un magicien comme Illy Brown aurait, de tout son cœur, de toute son âme, voulu être. La ligne du feu s'élevait à 30 mètres de haut et dévorait les arbres devant un Lester Moran fasciné, bouche bée. Les flammes s'engagèrent sur la pente du champ. Maintenant, la fumée tournoyait autour de Lester, plus épaisse, suffocante. Il se mit à tousser. « Va-t'en, pour l'amour du ciel, va-t'en, sauve-toi !» Oui, maintenant il allait partir, maintenant il le pouvait. Il avait vu, et c'était tout aussi spectaculaire qu'il l'avait espéré. Mais c'était bien une bête fauve, et quand un homme raisonnable est confronté à un fauve, il s'enfuit. Il court aussi vite et aussi loin qu'il le peut. Tous les êtres vivants le font, tous les êtres vivants. Lester reflua vers sa voiture et s'arrêta. Tous les êtres vivants? Oui, tous les êtres vivants s'enfuient devant un incendie de forêt. L'ordonnance ancestrale n'a plus cours, le coyote court à côté du lièvre, mais il n'y avait ni lièvre, ni coyote courant dans ce champ, il n'y avait aucun oiseau dans le ciel de plomb, et il n'y avait personne autour de lui, pas d'oiseau, pas d'animal fuyant le feu, cela voulait dire qu'il n'y en avait pas dans les bois. La voiture de police retournée, le sang partout, l'autopompe écrasée dans les bois, le bras ensanglanté. Mais que se passe-t-il ici hurla son cerveau. Il ne le savait pas, mais il savait qu'il était temps d'enfiler les légendaires bottes de 7 lieues. Il ouvrit la porte de sa voiture et se retourna une dernière fois. Ce qu'il vit sortir de la grande colonne de fumée lui arracha un cri. Il inspira de la fumée et toussa et cria à nouveau. Quelque chose, un gigantesque quelque chose s'élevait dans la fumée, comme la plus grosse baleine de la création émergeant lentement des flots. Les rayons du soleil, voilés par la fumée, l'éclairaient doucement, et la chose continuait de monter, 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 sans aucun bruit, hormis les craquements et les explosions du haut feu. Plus haut, toujours plus haut. Il leva la tête pour suivre la lente et impossible progression de l'objet, si bien qu'il ne vit pas le curieux petit engin qui sortait de la fumée au ras du sol et descendait bravement la route vers lui. C'était un chariot d'enfant rouge. Au début de l'été, il appartenait encore au petit Billy Fanin. Au centre du chariot, on avait fixé une planche, et sur la planche une débroussailleuse Benson, guère plus qu'une lame circulaire au bout d'une perche. La lame était commandée par une gâchette. Pendait encore de la poignée une étiquette où l'on pouvait lire « Fendez l'orage avec notre Benson ». Elle était montée sur un cardan, on aurait dit la proue d'un vaisseau absurde. Lester agrippait sa voiture et regardait le ciel, quand le détecteur d'ondes cérébrales du chariot rouge, qui avait commencé sa vie comme thermomètre de cuisine digitale, actionna le démarreur électronique de la débroussailleuse, une amélioration à laquelle les concepteurs de la Benson n'avaient pas pensé, et la lame se mit à tourner, le petit moteur à essence miaulant comme un chat blessé. Lester baissa les yeux et vit quelque chose comme une canne à pêche munie de dents qui avançait vers lui. Il cria et se réfugia derrière sa voiture. « Mais que se passe-t-il ici » hurla son cerveau. « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » La débroussailleuse pivota sur son cardan, cherchant Lester, suivant les ondes émises par son cerveau, qui lui parvenaient comme de petites pulsations bien nettes, pas si différentes des bips d'un radar. La débroussailleuse n'était pas très intelligente. Son cerveau provenait d'un jouet programmable appelé le terrible Tank Tracker. Mais elle était assez futée pour rester fixée sur la faible émission électrique du cerveau de Lester Moran, ses piles, pourrait-on dire. « Fous le camp !» cria Lester au chariot de Billy Fanin qui cahotait vers lui. « Fous le camp ! Fous le camp !» Mais le chariot sembla au contraire bondir vers lui.
Lester Moran, le cœur battant comme un fou dans sa poitrine, s'enfuit en zigzagant. La débroussailleuse zigzaga derrière lui. Il zigzaga de plus belle, et une énorme ombre l'engloutit lentement. Il ne put s'empêcher de lever les yeux, il ne put s'en empêcher. Il s'en mêla les pieds, tomba, et la lame entra en action. Elle pénétra en tourbillonnant dans la tête de Lester. Elle s'acharnait encore sur lui quand le feu les engloutit tous deux, l'assaillant comme sa victime. Torgerson et Wims virent le corps au même instant. Ils respiraient tous deux l'air de leur réservoir. Ils avaient été pris de nausées si soudaines qu'ils en avaient été effrayés, mais une fois les masques en place, les nausées disparurent complètement. Leandro avait raison, c'était l'air, quelque chose dans l'air. Claudel Wims cessa de poser des questions après qu'ils eurent capté sur leur radio l'appel de la police du Massachusetts. À partir de là, il resta sagement assis, les mains sur les cuisses, les yeux mobiles et attentifs. D'autres stations les avaient informés des activités des polices de Friday dans le Dakota du Nord, d'Arnett au Texas. Torgerson s'arrêta et les deux hommes descendirent de voiture. Wims, après une hésitation, se munit du fusil à pompe fixé sous le tableau de bord. Torgerson approuva de la tête. Les choses commençaient à s'éclaircir. Elles ne devenaient pas rationnelles, mais elles étaient plus claires. Que disait déjà cette chanson de Phil Collins, celle où la batterie donnait la chair de poule? Je le sens dans l'air cette nuit. Oui, c'était bien dans l'air. Tout doucement, Torgerson retourna l'homme dont il pensait que c'était celui qui avait fini par déclencher l'alarme. Il avait nettoyé bien des accidents d'une horreur écœurante sur l'autoroute, mais il ne put pourtant retenir un râle et détourna les yeux. « Seigneur, qu'est-ce qui a bien pu lui faire ça » demanda Wims. Le masque étouffait ces mots, mais le ton d'épouvante parvint 5 sur 5 à Andy. Torgerson ne savait pas. Il avait vu un jour un homme heurté par un chasse-neige. Il ressemblait vaguement à ça. C'était ce qu'il voyait de plus proche. Le type n'était que sang du sommet de ce qui avait été sa tête jusqu'à la taille, où la boucle de sa ceinture s'enfonçait dans son corps. « Bon Dieu, mon vieux, je suis désolé, » murmura-t-il en laissant doucement retomber le corps. Il aurait pu prendre le portefeuille du mort, mais il ne voulait plus rien avoir à faire avec ce cadavre déchiqueté. Il revint à la voiture. Wims s'effondra à côté de lui, son fusil à pompe en travers de la poitrine. Au loin, à l'ouest, la fumée s'épaississait à vue d'œil, mais il ne sentait qu'une légère odeur de bois brûlé. « Quelle incroyable merde » s'exclama Wims dans son masque. « Oh oui, » répondit Torgerson. « Mais je ne me sens pas du tout bien ici, » ajouta Wims. Oui, » répéta Torgerson. « Et je crois que nous devrions foutre le camp de cette zone en 4e v... » Il y eut un cliquetis derrière eux, et pendant un instant, Torgerson pensa que ce devait être le feu, très loin, mais ça pouvait aussi être tout autre chose, tout près. Parfaitement raisonnable. Quand on prend le thé avec le chapelier fou, tout est raisonnable. En se retournant, il se rendit compte que ce n'était pas un bruit de branches en train de brûler, mais de branches cassées. « Bordel de merde » hurla Claudel Wims. La mâchoire inférieure de Torgerson tomba de stupéfaction. Le distributeur de Coca-Cola, stupide mais fiable, s'était remis en marche et sortait cette fois des buissons de l'accotement. La vitre de la façade était brisée, les côtés de la grande boîte rectangulaire éraflés. Et sur la partie métallique du devant de la machine, Torgerson vit une chose dont la forme ne laissait pas de doute sur sa nature, malgré l'horreur qu'elle inspirait, une chose encastrée si profondément qu'elle avait presque l'air sculptée. Elle ressemblait à une demi-tête. Le distributeur de coca s'engagea sur la route et resta un instant suspendu là, comme un cercueil peint de couleurs d'une gaieté incongrue. Elles étaient gaies, du moins tant qu'on ne remarquait pas le sang qui coulait et commençait à sécher en taches bordeaux. Torgerson entendit un léger ronronnement, un cliquetis, comme des relais, se dit-il. Elle a peut-être été abîmée, peut-être, mais... Le distributeur de coke se tourna soudain droit sur eux. « Putain de merde » hurla Wims, d'une voix qui trahissait la surprise et la terreur, mais aussi le hoquet d'un rire incontrôlé. « Tire dessus, tire » cria Torgerson en effectuant un saut vers la droite. Wims recula d'un pas et tomba sur le corps de Leandro. C'était tout à fait stupide, et c'était aussi tout à fait heureux. La machine le rata de quelques centimètres. Alors qu'elle prenait son élan pour revenir sur eux, Wims s'assit et tira 3 fois dessus. Le métal s'enfonça en formant des fleurs irisées au cœur noir. Elle se mit à bourdonner et s'arrêta, secouée de sursaut comme une victime de la Corée de Huntington. Torgerson dégaina et tira 4 fois. La machine le chargea, mais elle semblait léthargique, incapable d'accélérer. Elle vibra et s'arrêta.
sursauta et fit un bond en avant, s'arrêta, refit un bond en avant. Elle oscillait, comme ivre. Le bourdonnement s'intensifia. La porte de façade cracha des coulées de soda qui se figèrent en rigoles poisseuses. Torgerson n'eut pas de mal à esquiver quand la machine arriva sur lui. « Couche-toi, Andy !» cria Wims. Torgerson s'aplatit. Claudel Wims tira 3 balles de plus dans le distributeur de coke, aussi vite qu'il le put. Au 3e coup, quelque chose explosa à l'intérieur. De la fumée noire et une brève flamme léchèrent un des côtés de la machine. Du feu vert, remarqua Torgerson. Vert. Le distributeur de coke s'écroula sur la route à 7 mètres du corps de Leandro. Il oscilla, puis s'abattit en avant en un bang vide. Du verre brisé s'éparpilla en tintant. Il y eut 3 secondes de silence, puis un long râle métallique qui s'arrêta. Le distributeur de Coca-Cola était mort en travers de la ligne blanche, marquant le milieu de la route numéro 9. Sa carcasse rouge et blanche était criblée de perforations de balles, laissant échapper de la fumée. « Je viens de dégainer et de tuer un distributeur de coke, mon lieutenant, » dit Claudel Wims, d'une voix qui sonnait creux sous son masque. « Et sans sommation. Tu ne lui as jamais donné l'ordre de s'arrêter, » déclara Andy Torgerson en se tournant vers lui. « Et tu n'as pas non plus tiré de coups de semonce. Ça te vaudra probablement une suspension, crétin. » Ils se regardèrent par-dessus leurs masques et éclatèrent de rire. Claudel Wims riait tant qu'il était presque plié en deux. « Vert, » se dit Torgerson. Et bien qu'il fût encore en train de rire, il ne trouvait rien de drôle tout au fond de lui-même, où résidait son instinct de survie. Le feu qui sortait de cette saloperie était vert. « Je n'ai pas tiré de coup de semonce, octait Wims. Non, je ne l'ai pas fait, pas du tout. »« Oh, c'est une violation des droits civiques, » dit Torgerson. « Oh, faudra faire une enquête. Oui, mon vieux. Enfin, je veux dire... » Wims riait tant qu'il ne put finir. Il remit maladroitement son grand corps sur ses pieds, et ce n'était pas rien. Torgerson se rendit soudain compte qu'il était un peu étourdi, lui aussi. Il respirait de l'oxygène pur, et ils étaient en hyperventilation. « Oh, arrête de rire !» hurla-t-il d'une voix qui semblait venir de très loin. « Claudel, arrête de rire !» Il parvint à tituber jusqu'à Wims sur une distance qui lui sembla très grande. Alors qu'il était presque arrivé, il trébucha. Wims parvint à le retenir, et ils restèrent un instant à osciller, enlacés comme 2 ivrognes. On aurait dit Rocky Balboa et Apollo Creed à la fin de leur premier combat. « Oh, tu vas me faire tomber, crétin !» murmura Wims. « Oh, c'est toi qui as commencé, enfoiré !» répondit Torgerson. Le monde était flou, redevenait net et flou à nouveau. « Respire plus lentement, » s'ordonna Torgerson. « Prends de longues inspirations profondes, et reste tranquille, mon cœur affolé. » Ce dernier ordre le fit à nouveau rire, mais il se contrôla. Ils titubèrent ensemble jusqu'à la voiture, se tenant respectivement par la taille. « Le corps, » dit Wims. « Oh, laisse tomber pour le moment, il est mort, et pas nous, enfin pour l'instant. »« Regarde, » dit Wims, en passant près des restes de Leandro. « Les bulles, elles sont éteintes. » Sur le toit de la voiture, les gyrophares bleus que les flics appellent les bulles étaient éteintes et sombres. Ça n'aurait pas dû être le cas. Jamais un flic n'aurait oublié de laisser les gyrophares allumés sur les lieux d'un accident. « Est-ce que tu... » commença Torgerson. Mais quelque chose avait changé dans le paysage. Tout s'était assombri comme lorsqu'un grand nuage passe devant le soleil ou quand commence une éclipse. Ils se regardèrent, puis se retournèrent. Torgerson la vit le premier, l'énorme forme argentée émergeant des volutes de fumée, son bord gigantesque luisait. « Sainte Vierge !» gémit Wims. Sa grande main brune trouva le bras de Torgerson et le serra. Torgerson le sentit à peine, et pourtant, le lendemain, il aurait la forme de la main de Wims incrustée en bleu dans son muscle. Ça montait, montait, montait. Le soleil, voilé de fumée, faisait luire la surface bombée du métal. Ça montait selon un angle d'environ 40 degrés. Ça semblait encore osciller quelque peu, bien que cette oscillation eût pu n'être qu'une illusion due à la brume de chaleur. Naturellement, tout cela ne pouvait être qu'une illusion. Impossible autrement. « Ça ne peut pas être réel, » se dit Torgerson. « C'était dû à l'oxygène qu'il respirait. »« Oh, mon Dieu !» gronda Wims. « C'est une soucoupe volante, Andy. C'est une foutue soucoupe volante. » Bah alors, comment se fait-il que nous ayons tous les deux la même hallucination ? Mais pour Torgerson, ça n'avait pas l'air d'une soucoupe. Ça avait l'air du dessus d'une assiette du réfectoire de l'armée, la plus grosse assiette de cette foutue création. Elle apparaissait, encore et encore. Andy se disait que ça devait s'arrêter, qu'une bande brumeuse de ciel allait se dessiner entre elle et les volutes de fumée,
mais elle continuait à s'élever comme une falaise au-dessus des arbres qui semblaient de plus en plus minuscules dans un paysage de maisons de poupées. On aurait dit que la fumée et le feu de forêt étaient une cigarette fumant dans un cendrier. Elle emplissait de plus en plus le ciel, bouchant l'horizon, montant, oh oui, montant des bois du Grand Ijun, montant dans un ciel mortel, sans bruit, sans le moindre bruit. Il la regardait, et Wims s'accrochait à Torgerson, et Torgerson s'accrocha à Wims, et ils se serrèrent l'un contre l'autre comme des enfants, et Torgerson se dit « Oh, si ça tombe sur nous !» Et ça continuait à sortir de la fumée et du feu, à monter comme si ça n'allait jamais finir. À la tombée du jour, Haven était isolé du monde par la garde nationale. Les gardes l'entouraient. Ceux qui se trouvaient sous le vent portaient des masques à oxygène. Torgerson et Wims réussirent à sortir, mais pas dans leur voiture. Elle était aussi morte qu'on peut l'être. Ils revinrent à pied. Quand ils eurent utilisé tout l'oxygène de la dernière bonbonne, ils étaient déjà depuis longtemps dans la commune de Troyes, et ils se rendirent compte qu'ils pouvaient supporter l'air extérieur. Le vent les avantageait, expliqua plus tard Claudel Wims. Ils sortirent de ce que les rapports ultra-secrets du gouvernement ne tarderaient pas à appeler la zone de pollution, et c'est leur propre rapport qui constitua le premier récit officiel de ce qui se passait à Haven. Mais il ne vint qu'après des centaines de rapports officieux racontant combien l'air de la zone était mortel, et des milliers de rapports sur le gigantesque ovni qu'on avait vu s'élever au-dessus de la fumée dans les bois du Grand Ijun. Wims saigna du nez. Torgerson perdit une demi-douzaine de dents. Tous deux considérèrent qu'ils avaient eu de la chance. Initialement, le périmètre était bouclé par les seuls gardes nationaux de Bangor et d'Augusta. À 21h, on leur envoya en renfort les gardes de Limestone, de Presque Hill, de Brunswick et de Portland. À l'aube du lendemain, 1000 gardes de plus, en tenue de combat, atterrissaient en provenance des villes du corridor Est. De 19h à 1h du matin, le NORAD resta en état d'alerte immédiate DEFCON 2. Le président survolait le Middle West à 20 000 mètres d'altitude à bord du Looking Glass, mâchouillant 5 à 6 tums à la fois pour combattre ses brûlures d'estomac. Le FBI arriva sur place à 18h, la CIA à 19h15. À 20h, ils se disputaient sur des points de droit. À 21h15, un agent de la CIA nommé Spraklin, terrorisé et furieux, a abattu un agent du FBI nommé Richardson. On étouffa l'incident, mais Gardiner et Bobby Anderson auraient parfaitement compris. La police de Dallas était sur place et contrôlait parfaitement la situation.